cours de la formation, j'ai eu la chance de pouvoir aller me faire mon stage au domaine de la Romanée-Conti. À part le mercredi où j'allais au rugby avec mes copains, sinon oui, j'aimais bien aller dehors. Puis dehors, à côté directement il y a les vignes. Ma grand-mère avait les troupeaux de chèvres, donc pour faire les crottins de Chavignol comme tout le monde le faisait par chez nous. Le resto le plus connu du village, ils vendent que du Mentou. Ça, c'est peut-être un peu chauvin, mais je trouve ça excellent. L'utilisation d'un peu de rafle, ça donne cette sensation d'un peu plus de fraîcheur dans les vins, alors que ça rehausse un peu ton pH. Salut à toutes et tous, c'est Hugo, vous êtes bien chez Baltaz, le podcast qui part à la rencontre des gens qui font le vin à travers la France. Alors, nouvel épisode aujourd'hui, nous partons à Membray, dans la prestigieuse appellation de Sancerre, dans la Loire, avec Benjamin Reverdy, du domaine Pascal et Nicolas Reverdy, des noms de son père et de son oncle. Un super épisode qui me rappelle combien les vignerons sont de chouettes rencontres. À peine 25 ans, rugbyman dans son village, des projets associatifs avec des amis, ancrés chez lui mais en même temps capable de parler de beaucoup de choses. Pas con, accueillant, sympathique, pas une once d'ego dans ses propos, vous allez passer un bon moment. Le domaine Pascal et Nicolas Reverdy, c'est un domaine qui a fait son trou. Il s'est construit une solide réputation depuis la spécialisation dans la vigne, datant de la génération précédente. Benjamin, 25 ans comme je vous disais, 2 ans de travail à la Romanée-Conti, une expérience en Nouvelle-Zélande. Joli CV. Une force de travail paisible mais efficace. Bonne écoute. Et pensez à noter le podcast et partagez-le autour de vous. Merci beaucoup et à très vite. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode. Nous sommes au domaine Pascal et Nicolas Reverdy, dans la Loire à Membray. C'est un peu au nord de Bourges et de Nevers, une espèce de triangle, mais au sein de l'appellation Sancerre. Village, c'est à côté en fait. Le village de Sancerre, c'est au final c'est 5 km, quelque chose comme ça. Oui, bonjour. Donc du coup, notre domaine est situé à 5 km au nord de Sancerre. Ouais, c'est ça. On est ravis d'être là. Voilà, merci beaucoup de me recevoir évidemment. On est avec Benjamin Reverdy du coup. Salut. Salut. Alors, des choses dont il faut qu'on parle aujourd'hui. Toi, bien sûr, ton histoire, d'où tu viens, où c'est que tu t'es formé, on en parlait juste avant, tout ce que tu as fait avant. Bon, tu es jeune, mais tu as déjà vécu des trucs dans le vin et tu as pris la décision assez tôt finalement de revenir ici et tout. Comment se prend cette décision Est-ce qu'on a vraiment le choix finalement quand on est fils d'eux et tout? On a toujours le choix. C'est des thématiques intéressantes, je trouve. L'histoire du domaine, évidemment, jusqu'à toi, intéressante parce que finalement, le focus vraiment sur la vigne est assez récent, malgré tout, dans l'histoire du domaine. Mm-hmm. Et tu peux en parler, parce que c'est la génération de ton père, vraiment. Donc, c'est intéressant. On va parler, évidemment, aussi de Sancerre, parce qu'on est à Sancerre, donc cette appellation, son histoire à elle. On va parler du blanc, du rouge, etc. Parce qu'on en parlait aussi, le blanc existait, l'appellation de blanc a existé avant l'appellation rouge. Où on en est aujourd'hui, au milieu de cette immense région qu'est la Loire, c'est réussite, parce que c'est une appellation qui a de la notoriété. Essayer de voir pourquoi, élargir un petit peu cette discussion aussi au vin, en général, l'actualité, la consommation, les jeunes, etc. Tout ça, c'est des trucs dont j'aime bien parler aussi. Et puis concrètement ici, du coup, le domaine. Comment ça se passe, de la vigne jusqu'au commerce, comment vous organisez votre gamme, c'est quoi vos projets, comment vous commercez, à qui vous vendez, comment, etc. Voilà, okay. Pour faire un tour un peu complet. Mais avant tout ça, du coup, Benjamin, est-ce que je peux te demander de te présenter et tu as tout le temps que tu veux? Alors, déjà, donc moi, là, je vais avoir 25 ans, donc je suis le deuxième fils. Donc mon père est sur le domaine depuis plus de 30 ans maintenant. Et avant de parler de moi déjà, bien sûr, je vais dire que je parle au nom du domaine qui représente mon père, ma tante, et ainsi que mon frère qui est revenu depuis 5 ans sur le domaine. Donc moi, plus précisément, j'ai fait mes études à Beaune, où j'ai fait des très belles rencontres. J'ai appris des choses évidemment, mais on parlait tout à l'heure de comment on progresse en dégustation, mais d'avoir des copains qui bossaient qui venaient de vraiment plusieurs régions différentes et les soirs de se retrouver, pas que pour étudier, mais ça a permis de goûter des vins qui viennent de partout. Et chose qu'ici, à Sancerre, on a moins l'occasion de faire. Donc pour ça, c'est sûr que ça fait progresser de goûter en une soirée des vins qui viennent d'Alsace, de Provence, de Bourgogne évidemment, de la Loire. Enfin non, ça là-dessus, c'est sûr que ça fait beaucoup progresser. Donc BTS à Beaune pendant 2 ans. J'ai fait mes 2 stages dans la région parce que du coup, c'était bien de rester là-bas, il y avait des beaux domaines à faire. Oui. Donc du coup, j'ai des amis qui sont sur Chassagne,
Je leur fais une bise d'ailleurs. Ils sont la famille Coutou, c'est le domaine Nielon à Chassagne-Montrachet. Donc j'ai fait mon stage pour les travaux d'été, donc c'était à l'été 2018. Après, du coup, au cours de la formation, j'ai eu la chance de pouvoir aller faire mon stage au domaine de la Romanée-Conti, donc pendant les vinifs du millésime 2018, pardon. Et du coup, dès que j'ai eu fini mon BTS, donc en juin 2019, mon chef de cave, donc qui bossait là-bas, m'a rappelé un peu avant l'examen et a proposé de m'embaucher. Moi, j'avais rien de prévu à part revenir ici, dans la région. Et du coup, au final, j'ai bien fait de voir autre chose. Et donc, j'ai bossé 2 ans et demi là-bas, donc plutôt partie cave à la base. Mais au final, dès qu'il manquait quelqu'un dans les vignes ou dès qu'il y avait besoin dans les vignes, surtout l'été, du coup, d'avoir pu faire deux campagnes et demie là-haut. Donc j'ai bossé de septembre 2019 à fin 2021. Avec toute l'année 2021 où j'avais 2 vignes un peu en tâche, ce qu'ils appellent. Donc du coup, je m'occupais de toute la partie travail manuel dans la vigne. Ok, hyper intéressant. On va évidemment en parler. Mais avant ça, peut-être avant le BTS et tout, donc tu es né ici, sur le domaine, etc. Grandi ici, collège ici, lycée ici. Non, lycée, j'étais à Tours parce que mon frère qui a fait aussi ses études dans le vin. Donc lui qui a fait un DNO à Dijon et avant ça il avait fait le BTS à Tours, donc un très bon lycée agricole viticole à Fondette. Et du coup il a choisi de faire son BTS là-bas, puis moi je l'ai suivi un peu aussi pour voir autre chose, et puis du coup j'ai fait un bac technologique à l'époque là-bas. Là-bas, ok. Ouais. Et donc direct dans le vin, quoi. Tu savais, gamin, que tu avais envie de faire ça, quoi. Ouais, parce que en fait, nous, l'exploitation est à côté pas très loin de la maison, et à part le mercredi où j'allais au rugby avec mes copains, sinon, j'aimais bien aller dehors. Puis dehors, à côté directement, il y a les vignes. Et suite à ce qui s'est passé sur l'histoire du domaine avec mon oncle qui est décédé quand j'étais gamin, quand j'avais 8 ans, eh bien, on a eu l'idée et l'habitude avec mon frère, sans être forcé, à aller aider notre père les samedis, le soir quand on rentrait de l'école. Au début, c'était vraiment plus pour être là à côté de lui parce qu'on ne devait pas l'avancer à grand-chose, mais au final, après, ça a été plus, c'est sûr, de plus en plus des coups de main de plus en plus précieux, quoi. Ah, c'est cool. Et donc on y prend goût assez facilement et rapidement, quoi. Normal. Et malgré ça, tu pars en internat quand tu vas à Tours au lycée. Ouais, tu pars en internat. Ok. Et BTS à Bonn, BTS donc Viti-Eno à Bonn, j'imagine que c'est un BTS un peu demandé, quoi. Ah oui, énormément. Je pense, je sais, j'ai pas les chiffres exactement, mais je pense que c'est le plus demandé de France. Et tu as été déterminé, gamin, tu savais que tu avais envie d'aller là dès que tu vas au lycée et tout, c'était ton objectif à la fin, c'était d'avoir ce BTS là? En fait, mon père et mon oncle y ont été. Mon père a fait ce qui s'apparentait au bac pro à l'époque là-bas, et mon oncle le BTS. Puis bon, j'en ai eu que des bons souvenirs. Il y a énormément de Sancerrois qui y ont été, qui m'ont rappelé, qui m'ont parlé de l'histoire là-bas, qui sont vraiment amusés. Pas que pour les cours, mais aussi l'ambiance générale là-bas autour du vin. Et du coup, c'est une bonne école. Après, je bâche pas du tout les autres. J'imagine qu'il y a énormément d'autres BTS qui sont très très bien, mais en tout cas celui-ci, je peux en témoigner, c'est vraiment génial. C'est vraiment bien. Et avec des gens qui viennent d'un peu partout, du coup. C'est voilà. pas du tout. Parce qu'on pourrait se dire des fois que il y a beaucoup de Bourguignons, quoi, du coup. Voilà. Il y a des Bourguignons, j'ai beaucoup de copains alsaciens. C'était quoi? C'était une moitié de Bourguignons et après le reste. Même pas. Ah ouais, même pas. Non, des Bourguignons, il y en avait même pas un tiers. Ouais. Ok. Donc ça vient vraiment de partout. Ouais, il y avait, comme je disais, beaucoup d'Alsaciens, des Champenois. Je dirais pas un tiers, mais pas loin d'un tiers de la classe qui avait rien à voir avec le vin, et des gens qui ont appris énormément, qui sont peut-être pas forcément restés dans cette filière, d'autres qui ont fait leur métier, puis aujourd'hui qui sont peut-être bien plus capables que nous, fils de vignerons, malgré tout, de reprendre un domaine ou d'avoir des bons postes là-dedans, quoi. Ouais, ça doit quand même être par contre une majorité dans une classe qui sont fils de vignerons, non? L'année où j'y étais, oui. Ouais. Après, la promo d'après, je crois pas. Enfin, ça change suivant les années. Ok. Et d'accord. Et donc tu fais tes stages. Comment on trouve son stage, en fait? Donc toi, tu dis que tu as eu envie de le faire en Bourgogne rapidement. C'est quand même des moments importants. Dans un BTS, oui, tout à fait. Je veux dire, c'est quasi le cœur de la formation, presque. C'est la partie théorique que tu fais au cours, mais
À un moment donné, voilà, c'est un travail d'extérieur, c'est un travail d'artisanat, donc Ouais. ça s'apprend en faisant, quoi. Est-ce que tu as le choix? Comment tu construis le choix? Comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui vas démarcher? Est-ce que le lycée, il t'aide? C'est comment? Eh bien, alors, déjà pour ça, pour les stages, j'avoue que quand on est fils de viticulteur, ça, on a un avantage sur les autres parce que du coup, avec le bouche à oreille, forcément, avec ce qu'on a goûté, des choses comme ça, on part avec un avantage. Mais après, oui, j'ai surtout été. Mon premier stage, je l'ai fait parce que j'ai rencontré des amis. Enfin, la fille du domaine, c'était une super pote à moi, donc j'ai été faire le stage chez elle. Et puis après, pour le deuxième stage à Vaugnes, j'ai eu l'opportunité d'y aller via un de nos voisins là, qui nous a laissé des parcelles de vignes il y a 4 5 ans. Et du coup, j'ai eu une entrée comme ça, mais oui, ça se fait surtout avec le bouche à oreille. Et après, je sais que par exemple, les copains qui n'avaient pas forcément trouvé de stage ou des choses comme ça, nous, on pouvait les aiguiller sur tiens, on connaît un tel, tu peux y aller, c'est sympa. Enfin, c'était de l'entraide aussi. Enfin, ça résume assez bien le métier, ce qu'il est après, quoi, je trouve. Et le lycée, après, évidemment, aider, bien sûr. Et est-ce que quand tu commences à aller dans les domaines en Bourgogne, tu prends alors, tu dis que ton père et ton oncle avaient fait leurs études là-bas, donc la manière de travailler, est-ce que tu prends une décharge par rapport à ce que tu avais connu ici, sur ton enfance, sur les week-ends quand tu étais au lycée, que tu revenais, Ouais. ou est-ce que c'est très différent, ou est-ce que finalement tu t'es vite senti à l'aise dans le sens où ça ressemble, tu vois? Alors, pour mon premier stage, donc à Chassagne, c'était un domaine qui était très très familial, donc au final comme le mien. Donc je me suis senti à l'aise très très rapidement, bien que les manières de travailler soient différentes. Mais comme ça fonctionnait avec le mari, la femme, le neveu, la fille et toute la famille qui bossait autour, ils m'ont mis à l'aise d'entrée, m'ont dit exactement ce que j'avais à faire, et puis on trouve sa place très facilement. Ça a roulé, quoi. Ok. Après, pour ce qui est de la le travail précisément, du sur la travail manière de faire. précisément, oui, il y a c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de sortir de son cadre et puis d'apprendre plein de choses, quoi. Chose que j'avais pas forcément envie à l'époque, mais on s'y fait de plus en plus à goûter et faire des choses qu'on n'a pas l'habitude, quoi. Et est-ce que tu arrives à sortir des espèces de grandes tendances ou je sais pas, un ou deux grands trucs sur ces deux stages-là, où tu en ressors en te disant là-dessus tu as évolué, ou le soir t'appelles ton père ici, Ah oui, papa, oui, on a tout ça. à fait, ouais. Si Ouais, tu ouais, dois, ouais. tu dois Ouais. essayer, comme si t'as déjà essayé de réfléchir à ça, Ouais. à essayer de dire ok, sur ce stage-là, Ouais. ça c'était très prégnant, ça c'était très prégnant. Ouais. Par exemple, je sais que à Chassagne, enfin, j'avais jamais vu des vignes palissées vraiment au cordeau comme ça. Enfin, Tu ils, peux expliquer, ce que au niveau faut savoir que nous à Sancerre, on a un cépage qui est le Sauvignon qui pousse très droit. Donc du coup, c'est assez technique, mais on a que 2 fils releveurs et du coup, ça pousse plutôt bien dans les branches. Et on n'a pas l'habitude d'enlever tout ce qui est entre-cœurs et tout pour bien aérer la végétation. Et à Chassagne, après j'ai appris qu'en Bourgogne c'était un peu partout pareil, mais chez Niellon là, ils étaient vraiment très très forts là-dessus. Enfin, ils palissaient à 4 fils comme nous nos pinots là, parce que c'est des cépages qui poussent bien plus en liane et puis qui sont plus difficiles à driver entre les fils, quoi. Et du coup, ouais, chez eux, j'ai vraiment appris à palisser vraiment au cordeau nickel avec rien qui dépasse et à bien aérer la végétation. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ouais. Mais bon, ça nécessite plus de monde de s'appliquer. C'est notre manière de penser le boulot, mais au final, ici, là, on a pu s'y mettre depuis 2 ans et on est content du résultat, quoi. Ok. Bon, Voilà. et après le deuxième, du coup, que tu fais À Vaugnes, alors, du coup, faut savoir qu'avant d'aller en stage, j'avais quasiment jamais bossé en cave, à part de l'étiquetage ou des choses comme ça. Enfin, la partie cave, ça m'intéressait beaucoup moins. Et donc du coup, c'était vraiment un univers que je connaissais pas du tout et j'ai appris avec des cuves bois, des fûts, enfin chose qui se fait très très peu chez nous. Et donc du coup, aussi bien que des fois quand je revenais ici, j'étais complètement paumé parce que chez nous c'est beaucoup plus de cuves inox et des choses comme ça et du coup pas les mêmes façons de travailler évidemment. Et puis là-bas le terme précision qui prend tout son sens, quoi, parce que très à cheval sur le petit détail, choses. Et ça va du détail par rapport à la parcelle, au protocole de nettoyage de chaque ustensile. Enfin, ouais, ils sont vraiment pointus dans tous les aspects, quoi. Et c'est des choses que tu essayes de ramener ici? Ah oui. Ah, j'ai remarqué, c'était la première fois. Genre quand on a goûté Ouais. dans les cuves, là, à la cuve, j'ai remarqué la petite pipette pour mais nettoyer, ce genre de truc. Oui, ça j'avais pas vu souvent. Ah d'accord. Ok.
Super. Et alors, du coup, bon, vous avez entendu le mot au début, la Romanée Conti qui arrive là juste après. Mhm. Alors, déjà, parce que c'est ce qu'on disait avant, on en entend parler surtout en voyant des articles passer qui sont un peu. Où il y a beaucoup de clics dessus, parce que sur le second marché, les bouteilles se revendent je sais pas combien, etc. Ce qui est dommage d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu peux, sans d'abord parler de ton expérience, juste présenter ce que c'est exactement? Mm. Peut-être en partant de l'appellation Bourgogne, comment ça marche, Ouais, en remontant les niveaux jusqu'au Grand Cru, etc. ouais, ouais. Et la Romanée Conti, qu'est-ce que c'est Ouais, à l'intérieur de ça? Tu vas nous faire un ouais, peu. bien sûr. Voilà. Bah, la Bourgogne, c'est une appellation qui vit avec 3 cépages. Je vais parler de la Côte d'Or parce que bon, après le reste, je connais un peu moins bien. Mais sur la Côte d'Or, il me semble qu'il y a 3 cépages. Donc Chardonnay pour les blancs, un petit peu d'aligoté aussi. Donc plus utilisé dans les bas, ce qu'ils appellent les Bourgognes régionales. Ce qui doit représenter, j'ai pas les chiffres en tête, hein, je vais sûrement, si j'ai des copains bourguignons qui vont entendre ça, ils vont sûrement me tirer les oreilles, mais bon, c'est pas grave. Qui représente plus de la moitié de l'appellation, au moins, ça c'est sûr. Et après, ce qu'on appelle les crus, ce qui est les villages, les premiers crus, les grands crus, et de mémoire, ça doit représenter peut-être 20%, et encore, je suis pas sûr que ça représente autant, quoi. En sachant que là, il y a une hiérarchie. Voilà, c'est ça. Voilà, Et bien sûr, pour les rouges, j'ai pas parlé, mais leur seul cépage, c'est le pinot noir, quoi. Ok. Et donc, comme je disais, il y a une hiérarchisation qui est faite. Et donc, du coup, faut savoir que la quasi-totalité des domaines ont majoritairement des Bourgognes régionaux, avant d'avoir un petit peu de villages, encore moins de premiers crus et encore moins de grands crus. Je crois que les grands crus, ça doit représenter à peine 2% de la surface totale ou quelque chose comme ça. Et bien sûr, j'oublie pas les Hautes-Côtes qui rentrent dans tout ce qui est Bourgogne générique, bien sûr. Et donc la particularité de ce domaine-là, donc le domaine de la Romanée Conti, donc déjà les gens savent pas quelle surface c'est, donc ça exploite 32 hectares, si je me rappelle bien. Et sur ces 32 hectares, il y en a plus de 30 qui sont en grand cru. Donc c'est un truc qui est assez unique, quoi. Ok. Comment ça se fait? Ça vient d'où Ah, ça, les notions d'histoire, je m'en rappelle plus Ouais. tout à fait, mais Bon, en tout cas, voilà. ouais. Et du coup, c'est un domaine évidemment très connu parce que bah, les grands crus de Bourgogne, bah, on est dans l'excellence. Et Ouais. eux, en fait, du coup, ils en produisent. Voilà, ils Voilà. en ont pas mal. C'est ça, bah, ils en ont Et pas mal et dans des parcelles qui sont très grandes. Voilà. Alors que normalement, les parcelles de grands crus, j'ai plein de copains qui ont des. J'ai quelques copains qui ont des grands crus, mais ils ont un fût ou deux fûts, alors que là, bah, c'est tout de suite 20 ou 30. Enfin, ouais, ça n'a rien à voir, quoi. Ok. Et donc voilà, donc le domaine de la Romanée Conti, c'est ça. Et et sur ces différentes parcelles, il y a comment dire, il y a des noms qui sont très très connus. La tâche, ce genre de choses là. Ça, tu peux en parler, expliquer là, qu'est-ce que c'est à l'intérieur, voilà. Comment ça, les différents Ouais, parcellaires qu'ils ont? Ouais, c'est ça. Bah, donc, si on part du point central, donc la Romanée Conti, qui est la parcelle la plus connue, donc c'est un monopole. Et à côté, il y a le deuxième monopole du domaine qui s'appelle La Tâche, qui est encore plus grand. C'est 3 fois plus grand, ça fait 6 hectares. Donc rien que quand on annonce ça, 6 hectares de Grand Cru, c'est délirant. Et puis après, ils ont toutes les dénominations qui sont à côté, donc à savoir Saint-Vivant, Richebourg, Échezeaux, Grand Échezeaux. Mais c'est surtout ces deux. Enfin, les articles qu'on voit passer sur les Ouais, bouteilles ouais, de ouais. fou et tout, c'est surtout du coup ces deux Mm. parcelles là qui sont où ils sont du coup les seuls à les exploiter. Oui, quoi. bien sûr. C'est ça qui est fou. Mais après, c'est comment pour. J'en parlais souvent avec mon chef de cave. Puis il me disait souvent, on peut pas juger par exemple sur la Tâche ou la Romanée Conti parce que il n'y a pas de lieu de comparaison puisque les gens n'ont pas cette parcelle-là. Par contre, on peut pas comparer avec les Richebourg ou par exemple ceux qui sont moins connus chez eux, mais tout ce qu'ils ont sur la côte de Beaune, ouais, avec les Cortons et les Cortons Charlemagne qu'ils ont depuis peu. Ça c'est pareil. Quand on en goûte plusieurs, si on a la chance d'en goûter plusieurs côte à côte, c'est vrai qu'il y a une réelle différence. Et de style, pas forcément en termes de qualité, parce que beaucoup de gens font bon, quoi. Ok. Et après, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'organisation sur le domaine où là on est moins quand même dans le petit domaine familial où on fait tout à 5, j'imagine. Oui. Comment c'est quoi la structure? Tu dis par exemple toi ton responsable c'est donc chef de cave. Ouais. Tu peux nous faire un peu la hiérarchie des hiérarchisation, gens, ouais. Bah après, ça, pour recentrer un peu le truc, je pense que c'est comme tout grand domaine. Moi, j'ai des copains à Sancerre qui ont des domaines plus grands que le mien et ça s'organise un peu pareil. Donc moi, je bossais dans la partie cave, donc il y a un référent de cave.
J'avais un collègue qui était avec moi en cave tout le temps, enfin, sachant que moi j'étais quasiment à mi-temps aux vignes, quoi. Mais oui, donc il y a un pôle plus cave qui gère aussi ce qui est la partie expédition, enfin commande et tout. Et après, il y a une partie qui est plus pôle vigne, donc là où il y a vraiment le système bourguignon avec des tâcherons qu'on n'a pas chez nous. Donc là, il faut savoir qu'il y a une personne qui s'occupe de ça ou de ces parcelles. Et donc là, qui intervient que sur le boulot qu'il y a à faire à la main. Donc ça va de la taille, les bourgeonnages, les palissages. Et après, tout ce qui est changement de piquet, enfin les greffes, tout ce boulot-là autour, quoi. Et après, donc le pôle vigne qui comprend les tractoristes et plus une équipe qui vient en complément, quoi. Et le pôle commercial qui est aussi très important là-bas, quoi. Ouais, ouais. Si on prend juste la fabrication du vin, est-ce que tu sais combien ça représente de personnes? Donc je Pour sais 30 hectares, là, ça fait... pour 30 hectares, je sais qu'on était l'équivalent d'une personne à hectare, il me semble qu'on était une trentaine, ouais. Ouais. Voilà. C'est ça. À titre de comparaison, du coup, ici... Ici, on est 5 voilà. pour 18 hectares. Ouais. Ok. Ce qui est déjà pas un confort, mais on court pas partout et on a le temps de faire bien, quoi. Et qui sont, après on va revenir à toi à l'intérieur de comment ça s'est passé et tout, mais qui sont justement par exemple le chef de cave et tout? Parce que j'imagine que c'est des gens qui sont quand même techniquement, professionnellement très forts. Ouais. Et pourtant c'est des gens du coup qui acceptent de pas avoir leur nom sur une bouteille, de pas avoir un domaine à eux et tout. Tu vois, qui c'est, tu vois? Alors après, c'est des gens, je sais qu'ils aiment pas qu'on parle d'eux forcément, enfin en général, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est des gens qui sont très simples, parce que déjà, cette expérience-là, je l'ai trouvée super, déjà parce que c'était ce domaine-là, mais surtout parce que les gens avec qui j'ai travaillé, ils étaient vraiment super, enfin maintenant, c'est des très bons copains, on se retrouve pas forcément autour d'une très très grande bouteille, mais rien qu'autour d'une bière et d'un match de rugby, ça suffit très bien. Et donc non, c'est des gens qui sont forcément très très bons techniquement, mais qui sont aussi très simples et... Ils sont au service de ce domaine-là et ils sont pas en tant que simples soldats, j'ai envie de dire, mais ils se mettent au service de ce mythe-là, quoi. Ouais. Et est-ce que justement cette image-là de trucs inaccessibles en prix et tout, tu vois comment ils le vivent ça? Parce qu'ils doivent du coup avoir des sollicitations, j'imagine, tu vois, médiatiques, tout ça, quasi sans cesse, quoi, tu vois. Tout le monde a envie de rentrer, d'aller voir ce que c'est et tout. Comment ces gens-là, ils vivent ça, tu vois? On est vraiment dans une bulle, hein. Quand on y est, je trouve qu'on s'en rend pas tant compte que ça. Parce qu'il y a des couches, en fait, au-dessus qui reçoivent ça trie. Après, moi, je vais parler aussi de ce que j'ai connu. Enfin, j'étais quand j'y étais, j'avais que 20 ans. Tout ce que je voulais, c'était bosser dans ce que j'aime, dans la viticulture, puis encore plus dans ce domaine-là, c'était une chance. Donc, je me suis juste mis à faire mon boulot du mieux que je pouvais. Puis, j'avais beaucoup de gens qui étaient dans ce registre-là. Et puis après, quand ils pensaient pas au boulot, ils avaient tous leur vie à côté où ils parlaient pas de bouteilles à des prix faramineux, mais juste on se retrouvait entre collègues comme le font tout le monde, quoi. Ouais, ok. Il reste. Ouais, très simple, hein, franchement. Il reste tranquille, ouais. Ça m'intéresserait de savoir, je te dis ce côté, parce que je pense qu'ils veulent des pointures quand même. Les mecs, ça doit être des, ça doit Oui, être bien des, sûr. ça doit être des pointures. Mais tu vas justement trouver. C'est ça, il faut des gens avec une capacité d'humilité monstrueuse, parce que c'est des gens qui certainement seraient capables d'avoir leur domaine, d'avoir. Même si après, il y a d'autres compétences qui sont différentes. Ça a aussi des avantages. Bien sûr, là, le travail, du coup, il est un peu morcelé. Ça a des avantages d'être très spécialiste de son truc. Ok. Bon, et toi, du coup, ça se passe plutôt bien si tu dis que du coup, cette personne-là, ton chef de cave, te propose de venir y bosser. Qu'est-ce que t'as fait? Tu vois, pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? T'as eu l'impression... Après, ça, c'est les opportunités de stage. Quand on était en stage, j'avais un collègue qui s'était blessé après une cuve, comme ça peut tous nous arriver tout le temps au cours du métier. Et le recrutement en interne, c'est le meilleur truc qui existe. Quand on a un stagiaire qui a fait la balle, du coup, on lui dit écoute, reste. Et après, j'ai appris que c'était vrai partout parce que, donc, du coup, pour rebondir là-dessus, l'année d'après, je voulais changer de région, puis je suis parti dans la vallée du Rhône à Saint-Péret au domaine du Tunnel, qui fait aussi pas mal de cornas pour ceux qui connaissent. Et lui, c'est pareil, il fonctionne beaucoup avec des jeunes de son village qui fait bosser juste l'été comme ça parce que les jeunes ont besoin d'un boulot. Et au final, quand il voit que les gens sont bons et qu'on n'ont pas forcément la formation pour ça, mais il les fait rester parce que
ils adhèrent à l'ambiance et puis ils sont bons dans leur boulot, quoi. Ok, tu restes, j'imagine ton niveau de, une fois que tu es salarié, Mm. ton niveau de responsabilité, ton niveau tu changes, enfin, ça doit changer un peu, tu Ah vois. oui, rien à voir, ouais. Voilà. Ouais. Comment, c'est quoi la différence là? Qu'est-ce que tu as fait en plus? Bah, après, C'était quoi ton poste exact d'ailleurs? Toi, Caviste. tu t'occupais de quoi? Caviste, bah, surtout pendant les vendanges, mais après, sinon, bah, à la vigne, quoi. Ouais. Ouais, donc c'était s'occuper. Ouais. D'accord. Donc, Ok. bon, après, enfin, c'est comme dans tout métier, comme quand j'étais au domaine du tunnel, enfin, c'est des régions où j'ai moins l'habitude de travailler, donc on demande les consignes, on essaie de s'appliquer, puis après, on fait du mieux qu'on peut, et puis ça le fait, quoi. Ok. Et t'as accepté direct? Il n'y a pas eu de. Ah, j'ai eu un petit moment de réflexion et tout, et puis bah, je me rappelle encore quand il m'a appelé, on était dans le camion avec mon père et mon frère, on partait tailler, et ils ont entendu la conversation, et puis ils ont vu que j'hésitais, puis ils m'ont dit, mais T'es malade? t'es débile ou quoi? Enfin, Ouais. Et du coup, toi, ton frangin, lui, a continué après le BTS pour aller jusqu'au ouais, DNO. ouais, Toi, ouais. ça, c'est pas un truc qui t'a. Est-ce Non, que c'est non, cette non. opportunité-là qui a fait que. Vas-y, je vais bosser. J'avais déjà prévu d'arrêter les cours, parce que bah, j'avais j'avais la chance de réussir à l'école, enfin, gentiment, mais j'étais pas un grand besogneux, et ma place, elle était plus dehors que dans une salle de classe, ouais, donc... Ouais, donc Du t'avais coup, envie ouais, d'en sortir. j'étais content d'avoir un BTS. Et puis après, je me suis dit, je me ferai mon expérience en bossant à droite à gauche. Et puis, de par ces deux domaines-là, je pense que j'ai appris beaucoup de choses et donc c'est cool, quoi. Ok. Et ton frangin, du coup, lui, est un peu différent de toi là-dessus, un Ouais, petit peu plus bah, scolaire, et euh, lui, ça l'intéresse. du coup, bah, lui, il apprenait bien l'école aussi, mais il voulait aller au bout du DNO, donc chapeau à lui parce que c'est pas évident, quoi. Et puis donc lui, il a eu la chance de faire des beaux stages aussi, même s'il n'a pas été bossé ailleurs, il a fait des stages plus longs que moi et aussi dans des belles maisons. Donc je peux pas toutes les citer, mais par exemple, il a été chez Rousseau à Gevrey, chez Trappé aussi à Gevrey, chez Vernet à Condrieu. Donc ouais, il a vu des... Mais beaucoup Bourgogne-Vallée du Rhône, du coup, pas tellement. Ouais, et Ouais. si, il avait fait aussi un stage de taille. Bon, après, ça c'était des stages de taille chez les copains à nous, chez les Pinards, donc bon, c'est qui sont parmi les référents chez nous, donc bon, c'est toujours sympa aussi d'aller chez les copains, ouais. Ok. Euh, Super. Donc ici, domaine Pascal et Nicolas Reverdy, ça, c'est du nom du coup de ton père et de ton oncle. Est-ce que tu peux nous faire un historique? Qu'est-ce que c'était ici, peut-être avant eux, tu vois, Ouais, ouais, tout à avant fait, ouais. qu'eux ils arrivent. C'était déjà ta famille en fait, c'était déjà la Ouais, famille bah, Reverdy, ouais. donc là, bah, vous pouvez pas le voir, mais on est au caveau et donc il y a il y a l'habitation familiale qui est là. Donc mon père et mon oncle sont nés dans la maison, enfin, ils sont pas nés là, mais enfin, tout le temps grandi là où mon grand-père et ma grand-mère habitaient. Et donc c'était la ferme familiale comme il y avait partout dans le village et un peu partout dans le Sancerrois. Enfin, dans les années 50-60, d'après ce que m'a dit mon père, enfin, toutes les familles avaient leur troupeau de chèvres, un peu de culture, un peu de vigne. Enfin, il y avait très peu de domaines qui étaient encore Qui était déjà qui étaient spécialisé. déjà spécialisés. Parmi ceux-là, il y a peut-être le domaine Alphonse Mello qui était spécialisé à cette époque-là, le domaine Lucien Picard qui est Lucien Crochet à Buée, qui sont maintenant très connus. Mais sinon, parmi les domaines qui sont très connus, qui ont démarré comme ça, il y avait aussi, c'est m'a dit, le domaine Vacheron qui avait encore ses chèvres dans Sancerre dans les années 50, quoi. Donc ça fait rire aujourd'hui quand on pense à ça, mais faut Mais pas c'était comme oublier d'où ça. on vient, Ouais, quoi. ouais, c'était comme ça. Ah Ok. ouais. Donc après la guerre, donc génération de tes grands-parents, Mm. ils sont ici en polyculture, mais donc ils font quand même un peu de vin. Voilà, c'est ça. Donc ils font un peu de vin. Donc mon grand-père, il était un peu à l'initiative avec plein d'autres de la cave coopérative à Sancerre. Donc à l'époque, il vendait comme ça. Après, il a eu acquéri quelques autres parcelles, donc pour monter à 3 hectares quand mon père est arrivé. Ils ont vendu un petit peu au négoce, donc à la maison bourgeois notamment. Et après, donc ma grand-mère avait les troupeaux de chèvres donc pour faire les crottins de Chavignol comme tout le monde le faisait par chez nous. Et donc du coup, quand mon père est revenu en 1985, eh ben, il a commencé à bosser un peu chez des voisins qui lui ont laissé des parcelles au final quand ils prenaient leur retraite et il s'est agrandi comme ça au fur et à mesure. Et voilà, donc... Ton père, lui,
Ton père, il grandit ici, ton père, dans Mon cette père a maison? grandi ici, ouais. Ok. Il a juste fait son bac à Beaune et puis après il est rentré direct bosser ici, ouais. Ok. Et lui, pareil, il a su direct qu'il voulait Ouais, bosser ici. pareil, il allait tailler avec son grand-père, enfin voilà, dès qu'il était gosse, enfin ouais. Ouais. Et su aussi vite que parmi toutes les cultures qu'il y avait ici et les élevages, Ouais, c'est c'était vraiment le la vin vigne qui l'intéressait, ouais. qui l'intéressait Ouais. plus. Ouais. Ok. Après, ce qui l'empêchait pas avec ses frères et sœurs de faire les autres boulots, hein, donc d'aller surveiller les chefs dans les pâturages ou des trucs comme ça. Ouais, mais ce qui l'animait, Mais voilà. Ouais, voilà, c'est ça. c'était Ouais. ce truc-là. Ok. D'après ce que j'ai entendu. Ouais, ok. Ok, donc tes grands-parents s'occupent du domaine enfin du domaine du coup de La ferme, l'exploitation, clairement, de la voilà, ferme. Ouais. de l'exploitation jusque dans les années 80. Ouais. Ouais, voilà. Et puis donc, en gros, je crois que mon grand-père a pris sa retraite quand mon oncle est arrivé, donc en 91, pour leur laisser la place pour faire leur bout. Après, il leur filait un petit coup de main, hein, mais pour leur laisser leur boulot de faire comme ils voulaient à propos de la vigne, quoi. Ok, il a quel âge ton père à ce moment-là? Mon père, Ouais. bah en 85, du coup, il a 19 ans. Ok, Ouais. ok. Et puis bah du coup en 91, bah 50 plus quoi. D'accord, ok. Donc il récupère le domaine et là, vite, Voilà. l'idée de... Voilà, donc du coup à cette époque-là, tout était vendu en coop ou un petit peu au négoce. Et ils ont commencé à faire leur première bouteille en 92. Mais c'était, ils vendaient en coop ou en négoce du raisin Non, donc en du vin. du Ouais. vin en vrac, ok. En vin, ouais. Ok. Ouais. Donc ils vinifiaient ici. Oui, ils ont commencé à vinifier un peu, ouais. D'ailleurs, on a encore quelques petits échantillons des essais qu'ils ont fait. On s'amuse à ouvrir ça de temps en temps, c'est sympa. Ouais. Ok. Et donc, super. Donc, début des années 90, ok, on a envie de commencer à faire de la bouteille. Comment Voilà. ça se passe? Quand mon oncle arrive, ouais, c'est ça qui déclenche un peu le truc, ouais. Ouais. Donc comme ça, ils avaient. Mon oncle était ils faisaient tout ensemble, hein, mais mon père était plus axé à la vigne et puis mon oncle plus en cave, notamment au moment des vendanges. Ouais. Et donc du coup après les vinifications, c'était plus mon oncle qui s'en occupait. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils ont grandi petit à petit. Ok. Voilà. Lui, ton oncle, c'est quoi son histoire? C'est un grand frère. C'est le petit frère de mon père. C'est le petit frère, ok. Donc à la base, je crois le vin, il y pensait pas forcément. Enfin, il voulait travailler à l'extérieur, ça c'est sûr, plutôt dans les eaux et forêts, je crois à la base. Ouais. Et à force de venir aider mon père un peu de droite à gauche, parce que il avait besoin de main d'œuvre comme il plantait de la vigne. C'est un gros chantier de planter de la vigne, donc du coup mon oncle venait l'aider. Puis il a pris goût et puis il a été à Beaune faire le BTS et puis il aidait mon père quoi tout le temps et puis du coup ils sont installés ensemble quoi. Ok. Comment il déclenche de faire de la bouteille? Comment ça se passe? Parce que tu fais pas beaucoup au début, j'imagine. Ça c'est pareil, c'est une histoire que j'ai entendue plein de fois mais qui vaut le coup d'être racontée. Donc c'est mon père et mon oncle jouaient au rugby comme moi au club du coin et puis le président de l'époque c'est Daniel Fournier qui a un resto à Sancerre, ça s'appelle La Tour, et un qui fait plus donc ça qui est plus gastronomique et un qui est plus auberge, bon bistrot pour se retrouver entre potes, ça s'appelle l'Écurie. Et souvent, évidemment, après les entraînements ou les matchs, comme aujourd'hui, hein, on n'a rien inventé. On allait au resto ou faire une tournée de cave ou quoi. Et puis le président, qui était joueur aussi encore à l'époque, il a dit bah écoute, moi ton vin il me plaît. Dès que t'es décidé à acheter une embouteilleuse ou quoi, tu me le dis. Puis moi j'en mets à la carte quoi, du resto. Et puis c'est parti un peu comme ça. Donc après mon oncle était très, très copain avec Alphonse Mello Junior, par exemple. Ils ont envoyé des journalistes chez nous et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître un peu le bouche à oreille. Et tous nos clients sont venus comme ça. Hein. À l'époque, mon père m'a dit qu'ils n'ont jamais été démarcher quelqu'un ou quoi. Tout ce qui est importateur aujourd'hui, on peut dire c'est venu comme ça. Par le bouche à oreille des vignerons qui aussi étaient bien déjà... pour trouver un stage que tout ce qu'on veut, ça reste la meilleure chose du monde, ça. Ok. Ouais. Et il commence par pas beaucoup, du coup. Comment ça se fait? Ça s'étale sur combien de temps? Là, maintenant, Ah oui, on est tous autonomes. Alors déjà, il récupère 91, il y a 5 hectares, quelque chose comme ça? Oui, j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais je sais qu'en gros, on arrive à 13 hectares en 2008 ou un truc comme ça quoi. Au décès de mon oncle, on est à 13 hectares quoi. Ok. Voilà. Et à chaque fois qu'ils récupèrent une parcelle, c'est pour faire de la bouteille? Ah oui. Ouais. Ok. Et ouais. au début, ils ont arrêté. Alors, en gros, ils ont été autonomes tout en bouteille, je crois, en 2002. Ils ont dû mettre 10 ans, je crois. Okay. Ce qui est, d'après ce que mon père me dit, super rapide. Aujourd'hui, on se rend pas compte parce que le Sancerre a un bel essor. On se dit qu'on pourrait vendre assez facilement, mais à l'époque, c'était pas du tout pareil. Et du coup, voilà. Ouais, on va en parler évidemment. Ouais. Ok. Bah oui, il y a l'exemple. Si vous avez écouté un épisode à Gaillac, c'est un domaine
assez jeune, puisqu'il a été repris du coup 2013, les premières vinifs. Et oui, et là encore aujourd'hui, alors c'est Gaillac, c'est pas Sancerre. Du coup, c'est 11e année là. Ouais. Et ils sont entre 70-80% de bouteilles, tu vois. Ouais. Voilà, c'est petit à petit que ça se Ouais, fait. c'est Ok, vraiment donc, un travail qui est de long essor. Ouais. donc 10 ans pour passer à 100% de bouteilles. Pendant ce temps-là aussi, ça commence à s'agrandir un petit peu. Voilà. Et Le temps que les vignes se plantent et produisent gentiment. Donc, Ouais. voilà. Parce qu'en fait, le système de COP et de négoce, c'est souvent. Enfin, négoce, je crois que c'est pas pareil. C'est vraiment. C'est peut-être plus à la. Enfin, et encore, je connais pas très bien ce milieu, donc je veux pas en dire d'ânerie forcément, mais c'est plus par rapport à un appel, le cours, le négoce a besoin de vin, donc on y répond, on vend pas, voilà. Mais la COP, c'est vraiment un contrat. Donc un contrat, ça se casse pas comme ça, et ce qui est logique, parce que faut pas que, tiens, un vigneron a envie de tout vendre en bouteille du jour au lendemain, faut que la cave COP puisse se retourner, donc c'est normal de pas mettre tout le monde dans l'embarras, quoi. Et ils s'agrandissent du coup entre 90 et début des années 2000, Ouais. en récupérant, en achetant des terres où il n'y avait pas de vignes, du coup, parce que tu disais qu'ils plantaient essentiellement des terres où il n'y avait pas de vignes. Bah déjà, faut savoir que tout le coteau en face de la cave, là, c'est des parcelles qui ont été remembrées et qui n'étaient pas plantées à l'époque, parce que Comment t'appelles la côte de... La montée de Saint-Romble, ouais. Montée Donc, de Saint-Romble. qui est le parcellaire qu'on a le plus, hein, on a environ on a entre 5 et 6 hectares en face. Et en fait, faut s'imaginer que c'est des coteaux très argileux, en surface du moins, et pentus à 30-40%, donc à l'époque quasiment infaisable avec le matériel de l'époque. Et surtout sur des parcelles très morcelées qui n'étaient pas forcément plantées dans le sens de la pente, avec des gros problèmes d'érosion. Donc du coup, il y a eu un gros aménagement de remembrement pour faire des grandes parcelles, et d'aménagement hydraulique avec des chemins en béton, collecter l'eau et tout, plus l'enherbement des coteaux. Et ce qui a permis de planter des vignes qui étaient avant plus en friche ou des choses comme ça, quoi. Plus des voisins qui sont partis à la retraite, qui ont fait confiance à mon père, et plus récemment, là, en 2018, qui nous ont fait confiance à nous, mon frère et moi, quoi. Ouais. Et c'était quand même des parcelles qui étaient en appellation, qui avaient été classées en appellation. Mais qui à ce moment-là n'étaient pas plantées, quoi. C'est ça. C'est ça. C'était compliqué. Parce que... Ok. Donc ils s'agrandissent par ce biais-là, qui est peut-être un moyen plus accessible financièrement que de récupérer des vignes déjà plantées à droite à gauche. Ou alors même ça n'existe pas, en fait, des vignes à vendre. À l'époque, j'ai pas d'idée. Enfin, c'était peut-être plus facile à acheter qu'aujourd'hui. Enfin, et encore, parce que faut savoir qu'ils ont commencé avec rien du tout. Donc, du coup, ils n'avaient pas une force de frappe financière qui était conséquente. Mais aujourd'hui, même si on a une force de frappe financière, les parcelles ont atteint un prix qui est assez élevé. Donc, du coup, c'est pas plus facile. Donc c'était la bonne, c'était la bonne tactique. C'était voilà, plus économique, mais du travail en pagaille pour réaménager, planter, etc. La capacité à attendre le temps que la vigne donne. Mais après, c'est des beaux challenges, donc bon, c'est sympa aussi. Hein. Non, c'est une histoire de fou. Ok. En parallèle, du coup, disparaissent les autres cultures et le fromage. Les chefs sont mortes, malheureusement. Voilà, et on les a pas remplacés. Voilà. Ok. Et ça, à ce moment-là, est-ce que tes grands-parents, ils sont encore en vie à ce moment-là, quand ça s'arrête, les chèvres et tout? Oui. Et comment, eux, ça se passe? Ils sont ok? Ils sont... Oh, bah, déjà, quand ils ont compris que mon père et mon oncle étaient plus intéressés par la vigne, et après, comme tout parent, d'après ce que j'ai entendu, ils leur ont poussé à aller vers ce qui les intéressait, et voilà, quoi. Ils ne se sont pas accrochés à vouloir... Non. Ok. Et du coup, c'est rigolo, parce qu'en fait, du coup, les endroits ici, si vous venez, les endroits où il y avait les chèvres sont aujourd'hui aménagés avec tous les bâtiments qui vous servent à fabriquer le vin, à le stocker, etc. Ok, super. Ensuite, il y a aussi comment ça se passe, peut-être on va d'abord parler de Sancerre, parce que ça doit être connecté à ça quand même. Est-ce que tu peux nous faire pareil, un peu historique de l'appellation Sancerre, et à quel moment c'est devenu ce que c'est, tu vois, parce que c'est du coup sur toute la Loire, c'est quand même une appellation cotée de la Loire. Comment ça devient ça, pourquoi, quand, etc. Et bien, donc déjà à Sancerre, on produit à 80% du blanc qui est issu du cépage du Sauvignon. Et donc ça, l'appellation date de 1936. Et après, le rouge, j'ai plus la date exactement en tête, je sais plus si c'est fin des années 50 ou 60.
Mais du coup, ça représente 20% de la surface et c'est des rouges et rosés qui sont élaborés à la base de pinot noir. Et donc, il faut savoir qu'avant le phylloxéra, apparemment, hein, c'est ce qu'on m'a dit, hein, Sancerre était planté plus majoritairement en rouge. Et donc voilà. Après, donc pour parler de l'essor du Sancerre, moi on m'a surtout parlé de l'influence d'Alphonse Mello, père, qui vit encore aujourd'hui et qui est en pleine forme, et qui a développé le Sancerre en prenant le train avec une caisse de 12 sous le bras et en allant faire la promo des vins à droite à gauche. Ça a beaucoup peiné à marcher. Enfin, moi, j'ai mon voisin et mon grand-père aussi qui m'en ont parlé que jusque dans les années 80, c'était compliqué. 90, ça commençait à aller mieux. Et parce qu'à l'époque, le vignoble qui marchait le plus chez nous, c'était Pouilly fumé. Parce que du coup, avec la National 7, apparemment, les vacanciers s'arrêtaient et pour acheter du vin très facilement au bord de la National 7, quoi. Et aujourd'hui, bah, maintenant, il y a la 6 et puis la 77, donc les gens s'arrêtent plus et c'est plus du tout la même façon de consommer. Et, et du coup, bah, Pouilly n'a pas eu la même dynamique que nous, par exemple. Et autre chose aussi qui nous a peut-être aidé à progresser en termes de qualité, ce serait que nous, on fait des vins rouges. Et le pinot noir, c'est un cépage qui est très très exigeant au niveau qualitatif, aussi bien dans la vigne et dans la cave. Ça nécessite d'être assez rigoureux pour faire des belles choses. Et du coup, cette précision qu'on met en plus sur nos rouges, après on l'adapte à nos blancs. Et peut-être, enfin ça c'est moi qui pense à ça, mais je sais pas si c'est une vérité, mais peut-être que c'est ce qui nous a permis que l'appellation soit peut-être un petit peu plus connue. C'est une question, hein, franchement. Ouais, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant, tu vois, parce que hier, du coup, j'étais à Orléans. Ouais. Et la dynamique, c'est complètement l'inverse. Mm. Justement, c'est des endroits qui ont très bien vécu, parce qu'ils avaient l'énorme point fort d'être proches de Paris. Les rois buvaient du vin d'Orléans, tu vois, tout ça. Et du coup, il me disait, mais pareil, c'est à prendre avec des pincettes, c'est des feelings d'histoires racontées par les anciens, etc. Mais qu'il y avait un espèce de confort chez les gens, parce qu'en fait, le vin, on le vendait, en fait, ouais. tu vois, on le vendait, Ouais. et du coup, ça engage pas forcément le progrès, tu vois. Et justement, là, Sancerre, on est dans la situation opposée, celui qui était un peu moins accessible, etc. Et du coup, des gens qui se bougent pour faire de la qualité. Les gens se sont vraiment serrés les coudes pour... Il y a personne ce qu'on appelle se tirer dans les pattes, ça n'existait pas du tout. Les gens bossaient vraiment entre eux pour essayer de se faire progresser aussi bien sur la qualité des vins que de donner des coups de main dans les vignes pour que la qualité monte. Et je pense que c'est vraiment l'entraide qui nous a sauvés. Et aujourd'hui encore, on peut être fier de dire qu'on a une appellation où on s'entend tous bien. Enfin, je vois à notre petite échelle, on a un groupe de copains là d'une bonne douzaine où on n'a pas que des fils de vignerons, mais on s'entend tous très bien entre nous. Je peux les citer, les domaines Mélo, Vacheron, Tissier et d'autres petits producteurs comme Paul Doucet ou Godon, des domaines qui sont vraiment plus petits. Enfin, aussi bien qu'une personne ait 50 hectares ou bosse dans un domaine ou fasse son vin comme il l'entend, on s'entend tous très bien, ça se passe super et franchement, il n'y a pas de souci, on s'entraide tout le temps. Il n'y a vraiment pas de guerre d'ego, quoi. Ouais, non, c'est chouette. Non, c'est chouette. Mais ça aussi, hein, ça fait la différence. Donc toi, ouais, tu dis que si Sancerre est devenu Sancerre, c'est grâce à ça, cette cohésion, grâce au fait que c'était pas facile et que du coup il a fallu se bouger, et ça vient des vignerons, quoi. Ça vient des vignerons qui ont été capables de faire monter la qualité. Je pense, ouais. Et après, je pense aussi qu'il y a eu un truc que ça, on a... Savoir qui l'a décidé, mais chapeau à lui, mais on a eu la chance que notre cépage s'adapte vraiment à nos terroirs, quoi. Enfin... Je pense que le Sauvignon, il est fait à Sancerre, c'est fait pour planter du Sauvignon et du Pinot évidemment aussi, mais c'est quand même un cépage qui se marie super bien avec les terroirs qu'on a ici, quoi. Ouais, donc avec des bons choix faits par l'appellation au moment de sa constitution, etc. Mais c'est les vignerons qui ont décidé de ça. Ça j'ai pas d'idée comment c'est arrivé, mais ça sera assez intéressant à savoir, ouais. Ok. Bon, du coup, ici, donc Pascal et Nicolas, la génération au-dessus de toi, ils sont dans cette mouvance-là.
et ils prennent le train derrière. Tu nous disais Alphonse Melo, là, ils prennent ce train-là de vouloir faire de la qualité. Ouais. Ils vont voir comment il fait, comment. Oui, tu vois, ouais. c'est ça. Il y a une énergie collective là qui fait que. Bien sûr, ouais. On Les gens sont toujours un peu entraidés. On essaie de faire de la qualité. Ok, hyper intéressant. Est-ce que c'est allé jusqu'à. Moi, je vois aujourd'hui, c'est vrai, bon, il y a plusieurs endroits, mais peut-être des endroits comme le Sud-Ouest ou des endroits comme le Beaujolais, il y a pas mal de vignerons qui, tu vois, ton groupe de potes de 12, qui le matérialisent carrément, tu sais, par des groupements. Oui. Où du coup, ils mutualisent, par exemple, de la logistique pour vendre sur Internet. Bien sûr. Tu vois, ce genre de choses. Est-ce que c'est des trucs qui existent ici, des trucs dont vous avez parlé Non, pas trop, mais par exemple, je sais que par exemple, il y a une nouvelle technique qui est un peu à l'essai dans les vignes, c'est l'utilisation des couverts végétaux. Et donc ça, faut un semoir un peu adapté, enfin, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Tu peux expliquer ce que c'est rapidement ? Et ben en fait, c'est par exemple l'hiver, donc je parle pour des vignes qui sont pas enherbées en permanence, hein. Ça c'est pour occuper le sol en hiver avec des plantes qui largueraient plutôt de l'azote si on en a besoin, donc par exemple des légumineuses. Et donc on fait un semis après les vendanges de plantes qui vont occuper le sol pendant l'hiver, donc ça va permettre d'éviter l'érosion, de détasser les sols, parce que les racines, il n'y a rien de mieux pour détasser un sol. Et donc du coup, il faut semer après les vendanges, mais c'est un semoir qui est pas facilement adaptable, parce que nous on travaille avec tracteur enjambeur, et du coup c'est très très galère pour trouver des outils. Et donc là, je sais que j'ai plein de copains de mon âge là qui veulent essayer ça, et il y en a un qui est équipé, et du coup je sais que là au mois d'octobre, on l'appelait tous les 3-4 matins, tiens, viens en faire un bout chez moi et tout, donc voilà, c'était assez sympa dans l'esprit, quoi. Mais ok. Ouais, les associations d'entraide, ouais, par exemple, je sais que quand j'étais à Cornas, là, j'avais des copains qui étaient à Croz Hermitage, et ouais, ils en avaient pas mal de choses comme ça en commun, et ils se regroupaient pour faire des événements, des choses comme ça, pour promouvoir. Bah ouais, et ils envoient les clients les uns chez les autres. Voilà, c'est ça, ouais. Tu vois, tout ça. Ouais. Avec, alors ça a plein d'avantages. Après, c'est ce qu'on disait, avec des fois peut-être un peu, je dis pas que je l'ai perçu, mais une fois que tu as un groupe, tu vois, voilà, tu vas envoyer que chez eux, peut-être des fois des groupes qui se forment à l'intérieur du truc et tout. Bon, c'est le jeu. Et c'est rigolo, ça me fait penser comme ça, je te le dis, ça nécessite pas de réponse. Mais tu sais, quand on fait le truc, parce que j'en ai parlé du coup hier aussi avec Hubert au Clos Saint-Fiacre, le côté, parce qu'on était dans la facilité, eh ben, on s'est fait dépasser par d'autres, etc. Je dis pas que c'est le cas, mais tu vois, je me dis que ça, c'est des démarches quand même très résolument modernes et tout, de se mettre ensemble pour mutualiser des trucs et tout. Et c'est peut-être des appellations qui aujourd'hui le font parce qu'elles n'ont pas le choix, parce que le commerce dans le Sud-Ouest, c'est sûr, pas pareil qu'ici. Oui. Donc je sais pas, peut-être quand on est de... non, mais je suis tout à fait d'accord, hein. Quand on est un peu dans la mouise, quoi, ça oblige forcément à s'entraider. Mais franchement, j'ai pas, parce que ici le commerce se passe plutôt bien, mais j'ai pas l'impression que les gens se reposent sur leur laurier ou ont plus envie de s'entraider, quoi. Enfin, c'est pas ce que moi je ressens en tout cas. Non, mais voilà. Et j'espère pas me tromper d'ailleurs. C'est juste une idée. Si dans 20 ans le Gaillac coûte plus cher que le Sancerre, je ressortirai le truc. Ah bah après tant mieux pour eux, hein. Je vais pas leur... Et ok, d'accord. Cette montée en qualité, j'imagine que ça change. Enfin, ça change. C'est petit à petit évidemment, mais il y a des pratiques qui changent, tu vois, dans les manières de faire. J'en sais rien moi, dans les durées d'élevage, dans les précisions à la vigne, dans tout ça. Ici, pareil, ça se passe bien. Tes grands-parents, ils sont OK de s'adapter à ce que leur disent leurs enfants, de ce qu'ils entendent à côté, de ce qui se fait, etc. Ça se passe bien, c'est fluide, quoi. Il y a pas... tu parles à l'époque, là, quand mon père et mon sont arrivés. Tu vois, c'est ça, quand ils ont je pense que c'était assez fluide dans le sens où... à l'époque quand mon grand-père est arrivé sur l'exploitation, c'était on reprend la ferme, donc on fait de la vigne, on fait de la culture, on fait des chefs, hein. Je vais pas dire on progressait pas, mais on faisait comme faisait le père, et voilà, quoi. Et comment le fait d'être sorti d'ici et d'avoir été dans des écoles spécialisées et d'avoir vu que de la vigne, je pense qu'ils avaient un poids au niveau technique pour dire bah tiens, là faut faire ci, faut faire ça. Ça, j'en ai jamais trop parlé avec mon père, mais je pense qu'il n'y a jamais eu trop de problèmes ou de débats à propos de ça. Oui, en tout cas, c'est pas ressorti.
Non, mais si vous en avez pas ouais, parlé, voilà, c'est que sinon ça, ça aurait forcément ressorti. parce que sinon forcément on en entend parler. Oui, Ouais, ouais, c'est sûr. Il y a eu des endroits, tu vois, j'en parlais Benoît Miro, là, de Magnanica Miro dans la Ouais. Loire, où à un moment donné c'était chacun ses vignes, Ouais. chacun ses cuves, tu vois, entre les deux Oui, générations. ouais. C'était père et grand-père, là c'était voilà. Ok, top. Bah super, je crois que sur Sancerre on a fait un bon tour. Ouais, ça me semble bien. Si on élargit un petit peu, la semaine dernière on était tous les deux à Wine Paris. Pas habillé comme ça d'ailleurs. Non, un peu plus classe et tout. Ouais. Mais moi, bon, toi forcément, tu avais ton stand, tu étais occupé avant de ton verre à faire goûter et tout. Moi, j'étais pas mal dans les conférences, les trucs d'actu, Ouais. voilà. Et c'est un bon moment pour sentir tu vois, le pouls général de la filière. Moi, il y a trois grands trucs dont ça a parlé. Et donc, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, du coup, sur le terrain, comment Ouais, je trouve, carrément. moi, trois choses dont on a beaucoup entendu parler. La première chose, évidemment, c'est le plus important, c'est ce côté que la consommation de vin en France baisse, Ouais. tu vois, à l'échelle globale. Ouais. C'est d'autant plus marqué sur les rouges et c'est d'autant plus marqué chez les jeunes. Ouais. Qu'est-ce que c'est, toi, ta vision par rapport à ça? À quoi tu l'attribues? Et mais bien sûr, tu es jeune et tout, mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Tu vois, par Ouais. quoi ça va passer? On va essayer de balayer un peu ça, tu vois. Eh ben, déjà, faut essayer d'éduquer les gens par exemple, par ce que tu es en train de faire. Faut se mettre à la portée de tout le monde et du coup, tu fais un podcast. Tu as beaucoup de jeunes qui écoutent des podcasts, donc des jeunes vont peut-être écouter ça, donc ça va donner envie de consommer différemment. Enfin, nous, c'est vrai que des fois, on a des jeunes qui viennent à la cave. Enfin, ça fait plaisir. On va peut-être plus faire l'effort d'expliquer les choses ou de passer du temps avec eux qu'on le ferait habituellement pour les autres consommateurs. On s'en excuse d'ailleurs auprès d'eux. Mais ouais, faut y penser quoi. Que c'est une nouvelle clientèle à toucher, puis il faut être à l'écoute d'eux et que même eux fassent l'effort. Enfin, c'est difficile de dire ça, mais fassent l'effort de s'intéresser à ce que nous on fait. Mais par le biais de par exemple le podcast ou même des documentaires, des choses comme ça, c'est sûr que ça peut venir quoi. Après, je sais pas si je suis le mieux placé pour en parler parce que j'ai toujours été dans des milieux où les gens consommaient du vin. Par exemple, à Sancerre, on a des fêtes de village où forcément, bah, à notre échelle, il y a des petites buvettes ou des choses comme ça. Donc, je connais très peu de jeunes qui boivent Évidemment, pas de vin du tout. Quand on a traîné à Sancerre et à Beaune, À Beaune, pareil. À Saint-Péret, c'était pareil. Enfin, il y avait des petites fêtes de village un peu partout, que ce soit à Cornas, à Saint-Péret, partout. Les jeunes étaient habitués à consommer un peu de vin. Donc, ouais, non, ouais, t'as pas une vision, puis t'es plus tes potes non, en fait. ça, je pense que je suis pas le mieux placé pour en parler. Tes potes, mais... en fait, la plupart, c'est des fils de vignerons, machin. Peut-être Oui, au rugby, tu croises. Ouais, bien sûr. Et au rugby, justement, on essaie via une fois ou deux par an, on fait des visites de cave et tout ou quoi. Et c'est super intéressant d'essayer de leur dire, bah, repassez quand vous avez le temps, parce que là, bah, forcément, là, pour prendre l'exemple, on en a fait une au mois de novembre là, avec tout mon club. Et il y avait plein de gens qui sont plus jeunes que moi, donc qui connaissaient pas du tout ça. Et je leur ai dit, bah écoutez, là j'ai pas le temps forcément de vous expliquer parce qu'il y avait 50 personnes dans la cave, donc plus je gérais à approvisionner qu'à expliquer, mais je leur ai dit, écoutez, repassez quand vous voulez, puis là je vous montre tout et je vous explique, il n'y a pas de souci quoi. Ouais. Non, mais de toute façon, ça, moi, au niveau macro, je suis complètement aligné avec toi. C'est ma thèse en fait. Il va falloir, je pense que c'est obligé. Alors, encore une fois, on est à Sancerre, c'est un peu particulier, notoriété et tout, mais ça reste une toute petite partie du vignoble français. Et il y a puis une grande très peu de personnes surtout, on a un très petit bassin de population, donc quand tu es ici, tu es obligé de connaître quoi. Ouais, c'est ça. Mais les endroits où il y a plus de monde, mais aussi du vin, je pense que oui, tout le monde connaît pas forcément le vin qui est produit chez eux. Ça c'est possible. Oui. Ah, mais ça c'est fou. Moi je viens de Toulouse, Ouais. on en a parlé. Fronton c'est à 25 km. Ouais. Dans les restos, alors c'est en train de changer les vignerons, il me dirait Hugo dis pas ça machin. Ouais. Oui, mais tu vois, c'est en train de changer. Ouais, Voilà. bah tant mieux. Mais voilà, il y a 15 ans, il n'y avait pas une bouteille de Fronton dans les restos. Quoi. Ah, c'est dommage ça. Voilà, mais ça c'est sûr que c'est ça. Je rebondis là-dessus, t'as raison à 200%. Il faut que les restos jouent la carte locale. Ça. Pas que sur les produits, les légumes et tout, mais aussi sur le vin. Quoi. Par exemple, je sais que tu as été à Mentou Salon je crois que c'est hier, quelque chose comme ça. Tu as le resto le plus connu du village, ils vendent que du Mentou.
Ça, c'est peut-être un peu chauvin, mais je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent. Ok. Oui, et après, ce que je disais, au niveau macro, je suis sûr que vous, les vignerons, et c'est bien, ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Vous avez votre part du travail à faire, effectivement, dans le fait, voilà. Et moi, je pense qu'en plus, et c'est un peu pour ça que je fais ça et tout, c'est que vous avez un potentiel de plaire à un public qui est important et qui, je trouve, n'est pas assez exploité. Tu vois, j'en parlais hier, il y aura des redites, désolé, mais ce que je lui disais, c'était le côté, tu vois, les cuistots. Oui. Tu prends, moi, mon époque où j'étais au collège et tout, le mec qui voulait faire bac pro cuisine, c'était pas, tu vois, c'était de la cuisine, tu vois, c'était un bac pro comme un autre. Aujourd'hui, c'est pas pareil, tu vois, un cuisinier, je trouve, j'aime pas parler comme ça, mais tu vois, c'est quelqu'un et c'est un bac pro du coup qui est demandé, etc. Oui, il y a toute une sacralisation. Qu'est-ce qui a fait ça? Tu vois, c'est Top Chef. Tu vois, c'est Top Chef, c'est des trucs comme ça où les mecs sont devenus les Etchebest, machin truc. On aime, on n'aime pas. C'est devenu des stars, les gosses. C'est devenu des stars. Et je pense que, tu vois, les vignerons, il va un peu falloir faire ça. Alors, moi, j'essaye de bien le faire. C'est ce que j'ai pas envie de faire Top Chef. Mais il y a le côté, vous êtes des gens rares dans le côté, c'est ce que je dis tout le temps, dans le côté intelligent, ouvert, à avoir vu beaucoup de choses, à être précis sur beaucoup de choses, et en même temps, vous êtes encore des gens qui habitent à la campagne, ce qui est plus, si tu vois, on va à l'échelle de la France, voilà, et des gens très connectés encore à la terre, encore des agriculteurs, etc. Et ce truc-là, tu vois, je pense qu'il faut réussir à le faire connaître. Et effectivement, c'est un truc important. Donc toi, tu mettrais en 1, voilà, la pédagogie avec les jeunes. Ok. Mais après, je viens de penser à une idée, mais ça va peut-être pas faire rire tout le monde, mais s'il y a des jeunes qui veulent connaître le milieu du vin, faut qu'ils viennent faire les vendanges chez nous. Comme ça, nous déjà, on aura des vendangeurs et comme ça, ils connaîtront le milieu. Et ça va résoudre 2 problématiques. C'est ça, évidemment. Ok, on en parlera ça dans le domaine qu'on travaille aujourd'hui, c'est intéressant aussi. Donc ouais, les jeunes. Deuxième chose dont évidemment ça a beaucoup parlé. Tu me dis si tu veux en parler ou pas, c'est la transition écologique de la filière comment ne pas en parler, bien sûr. Dans les bouteilles, en disant qu'en gros, je crois que le chiffre c'est que la moitié des émissions carbone de la filière finalement, c'est les emballages. Bouteilles, cartons, etc. et la logistique de transport. Ah ouais, j'avais pas idée que c'était autant. Ouais. Voilà. Et bon voilà, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Quel est le rôle des vignerons et qu'est-ce qu'ici vous avez commencé, vous avez pour projet de mettre en place par rapport à ça? Ouais, et ben déjà ce que je peux dire, c'est sûr que ça va pas faire plaisir, mais malheureusement le vin c'est, j'aime pas dire ça, mais c'est un petit peu un produit de luxe. Et comme tous les produits de luxe, pour la transition, c'est pas terrible. Après, on fait du mieux qu'on peut dans tout ce qu'on fait. Par exemple, nous, t'as dû le voir, toi, comme on a fait le tour du domaine. Il y a des haies et des bois quand même beaucoup autour des vignes, de l'herbe et tout. Enfin, ça, c'est des choses qu'on voit pas beaucoup, mais enfin, ça a forcément son impact. Parce que si tu veux parler de transition écologique, on peut parler aussi des espèces qui te présentent et tout. T'as bien vu quand on a marché dans les vignes, là, les bouts de vers de terre qui sont remontés, il y en a partout. Enfin, ça, c'est plutôt bon signe. Après, au niveau de plus que ce qui est l'empreinte carbone, au niveau du conditionnement, je sais pas comment améliorer parce que le vin, il est stocké par 12, il part à l'autre bout du monde. Enfin, ça se fait partout et je sais pas s'il faut qu'on fasse exprès de restreindre notre marché au niveau français ou pas. Ça, franchement, j'ai pas la réponse, j'en ai aucune idée. Mais non, c'est des questions compliquées. Après, comme axe de progrès, c'est sûr, on a tout ce qui est utilisation des engrais verts. Comme ça, tu limites tes achats en engrais et tout, des choses comme ça. Enfin, oui, c'est sûr qu'il y a des axes de travail. Ouais. Par exemple, là, je sais aussi bien le broyage que le broyage des sarments dans les vignes, là, de ce que je t'ai parlé quand on a fait le tour de parcelle. On récupère pas beaucoup, mais tu as un peu de matière organique qui est restituée au sol. Enfin, si tu peux aller faire bosser le fermier du coin pour qu'il tuile du fumier pour ta matière organique, c'est sûr que c'est mieux de le faire. Enfin, faut qu'on apprenne à bosser. Enfin, on le fait déjà, mais qu'on apprenne à bosser encore plus intelligemment là-dessus, quoi. Ouais, ok, top. Enfin, après, je sais pas si tu voulais développer d'autres aspects là-dessus. Non, c'était avoir ta vision, idées, ce que vous mettez en place ici, tu vois, pour
Parce qu'il y a forcément une distance entre ce que tu Ouais. entends en Ouais. conférence à Wine Paris. Ouais, bien sûr. Forcément, tu vois, c'est le chercheur qui est dans son labo, qui vient de parler du truc et tout. Ouais. Même s'ils essaient d'être connectés. Forcément, après, quand tu vas dans le vignoble, que tu te balades, c'est pas évident. Mais ils parlent de trucs, ils parlent de bouteilles en carton, ils parlent de, tu vois, de choses comme ça. Voilà, à quel point, voilà, la filière elle est prête à, tu vois, Par exemple, à notre échelle, je sais qu'à un moment on s'était posé la question de passer, enfin, je sais pas si t'as déjà fait gaffe, mais tu sais, t'as les bouteilles avec les bacs carrés ou qui sont très grosses. Ouais. Donc je veux pas critiquer ça Et parce qui que sont très lourdes. voilà, je veux pas critiquer ça parce que j'ai déjà bossé avec des bouteilles comme ça dans d'autres domaines et je trouvais ça magnifique, c'est super beau. C'est sûr que malheureusement c'est plus lourd. Donc un coup, je sais qu'on s'est posé la question avec mon père de vouloir changer ça. On s'est dit, bah écoute, tant pis, la bouteille sera peut-être un tout petit peu moins classe, mais bon, on reste là-dessus. Après, ça va pas changer grand-chose. Mais encore une fois, je veux surtout pas critiquer ceux qui le font. S'ils le font, il y a une raison et voilà. Après, en termes de transition écologique, là, il y a une idée qui me vient là. Ça, je t'en ai pas parlé quand on a visité les bâtiments. Mais nous, on recycle beaucoup l'eau de pluie. Comme on a des grands bâtiments avec des toits qui sont assez imposants, on a des cuves enterrées d'eau de pluie un peu partout. Et aussi bien, du coup, dès qu'on a des greffes à arroser ou pour tout ce qui est pulvérisation, du coup, bah, on utilise l'eau de pluie. Et au moment des vendanges, c'est un gros point de consommation d'eau parce que tu as du nettoyage tous les jours à outrance. Et donc, du coup, tout ce qui est premier nettoyage et tout, ça, on fait tout à l'eau de pluie. Donc là, ça permet d'une économie. Vous arrivez à garder l'eau de en l'hiver fait, jusqu'à. donc on a des cuves enterrées qui se refont en hiver. Celles-là, on les touche pas du tout et du coup, comme elles sont enterrées, donc elles gèlent pas et elles sont à l'abri de la lumière, donc l'eau verdit pas, se salit pas. Donc ça, on peut l'utiliser. Et après, tout ce qui est utilisation pour les pulvérisations, ça, on a une cuve qui est dehors et ça. C'est chouette ça. Du coup, c'est la génération de ton père et ton oncle qui ont. Ouais, ça c'est mon père qui a pensé, ouais. C'est chouette. Mais après, ça c'est un truc tout simple, mais c'est tout le monde peut le faire. Après, c'est sûr si ça demande. C'est du bon sens en fait. C'est du bon sens et qui en même temps est utile. Ouais, non, c'est cool. Okay. Puis c'est pareil pour nettoyer à la fin de la journée quand on a fini en cuverie, on n'a pas besoin de rincer le sol avec de l'eau potable, quoi. Enfin, tu prends l'eau qui était dehors, ça va pareil, quoi. Enfin. Ok, top. Troisième chose sur Wine Paris là, dont j'ai beaucoup entendu parler, qui a traversé le salon et tout. Notamment parce que j'ai traîné pas mal au stand de la Wine Tech là, voilà. J'y ai pas été, ça. Tu sais, c'est un incubateur il y a une quarantaine de startups du vin qui proposent des nouvelles solutions, etc. Ok. Ça en parlait là parce qu'il y a de la technologie derrière, etc. C'est le vin sans alcool. Ok. Tu vois, qui a un truc, voilà, où apparemment il y a une demande. Je te mettrai tranquille par rapport à ça. Moi, j'ai goûté, je suis pas hyper convaincu pour l'instant. Est-ce que vous avez déjà été approché pour désalcooliser? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez des fois des gens qui vous demandent? Est-ce que ça arrive jusqu'ici ou pas encore? Ça, je saurais pas te dire du tout parce que faut savoir que je suis revenu sur le domaine que depuis juin dernier, donc ça fait 8 mois, ouais. Et du coup, tout ce qui est aspect répondre à des clients et tout, le premier coup que je le faisais, clairement, c'était à Wine Paris. Ou à part ceux qui viennent au caveau comme ça. Sinon, j'échange pas beaucoup avec les clients. C'est beaucoup plus mon frère qui est plus compétent que moi là-dessus qui s'en occupe. Et du coup, j'ai jamais eu affaire à des demandes comme ça. Mais je pense que la réponse, je pense pas qu'on dirait oui. Je pense pas. Déjà parce qu'on n'est pas équipé, je pense que ça nécessite un équipement assez important. Ah oui, c'est un truc de fou. Je sais pas si c'est de l'osmose inverse qu'il faut faire ou des trucs comme ça. Osmose inverse ou ils distillent sous vide. Ah oui, d'accord. Okay. Mais c'est ça qui est... Enfin, ouais, ils distillent sous vide et après, quand l'alcool s'évapore, il embarque aussi avec lui des molécules responsables un peu du goût. Oui, bien sûr. Et ils arrivent apparemment, je sais pas exactement comment, mais à les récupérer et les remettre dans le vin. D'accord. Voilà. Bon, j'ai goûté. Pourquoi pas, après tout. Mais le problème, c'est que moi, j'ai goûté. Je trouve que les blancs, même si c'est pas très titré, mais moi, quand j'ai goûté, j'ai l'impression qu'il y a 15 grammes de sucre. Alors, en fait, d'accord. En fait, il y a 4, 5, mais comme il n'y a pas l'alcool je sais pas, ça ressort beaucoup. Et en fait, du coup, ça fait un truc, je trouve... je sais que c'est dur de finir une bouteille, quoi. Tu vois, ça fait. Ah oui, d'accord. Tu vois. Et ça, c'est le plus gros problème. Enfin, tu vois, bon vin, c'est un vin où on finit la bouteille, on va rechercher une autre. Hein. Bah voilà. Et je sais pas. Bon, ouais. moi, voilà. Mais après, si par exemple, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, si ça peut
permettre d'accrocher une nouvelle clientèle qui après va se mettre à consommer du vin, pourquoi pas. Mais après, par exemple, je pense que comme nous, dans le cadre des appellations, c'est compliqué de faire des choses comme ça. Je pense même que c'est interdit. Hein. Oui, complètement. Donc après, à voir sans les dénigrer Complètement. des vins qui sont un peu plus dans des IGP ou des vins de France, mais je sais pas. Ouais. Ouais, après, ouais. Et après, c'est aussi un paradoxe parce que on nous demande de faire de plus en plus des choses moins technologiques, ça c'est pareil, je pense que tu as dû en entendre parler. Et par contre, on va nous demander de faire des choses comme ça. C'est ça. Ouais, je sais pas, c'est assez. Mais ça pose question de la qualité des vins. Ça pose question de la Ah qualité bah des vins certainement, oui. parce que c'est ce que je disais là aussi, c'est que moi, les vignerons que je rencontre, j'essaie de rencontrer des gens qui font des bons vins. Grosso modo, ils t'expliquent quand même, et c'est un peu ce que tu me disais tout à l'heure, que quand tu manipules un vin, Bah moins t'en fais, mieux c'est. Hein. Voilà. Et là, t'arrives dans des trucs, tu le fous sous vide, tu le fais chauffer, tu machin. C'est un peu contre-intuitif par rapport à ouais, c'est sûr. Mais ce que tu dis est très vrai. Je pense que ça arrivera parce qu'il y a une clientèle, etc. Chapoutier, il disait le vin a 20 ans de retard sur tout le monde. La bière, ils ont compris dès le début. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la bière sans alcool. Et bah ça initie du monde qui après va boire de la bière. Tu vois, il y en a, il y a une filière qui existe. Et c'est pas immonde. Tu vois, quand tu goûtes, c'est pas immonde. Mais après, je sais pas comment ça se passe. Par exemple, je sais pas si tu as déjà goûté, toi, des vins cachers ou des choses comme ça. Est-ce que du coup, il y a pas du tout d'alcool ou... Je sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Après, il y a les deux. Il y a aussi, ça, j'ai pas goûté pour le coup sur Wine Paris. Il y avait plein de monde sur le stand, j'ai pas goûté. Il y a aussi le low alcool. C'est-à-dire que il y a plusieurs techniques là aussi, mais une des techniques, c'est qu'ils te prennent, tu vois, ils prennent le vin de base, la moitié, ils vont le distiller, comme je te dis, ils en font du no alcool, et après ils rassemblent les deux. Ok. Et du coup, si tu avais 13 degrés, bah, tu as la moitié, quoi. Tu as 6,5. Voilà. Et ça fait un truc un peu comme la bière. Bon, et ça, j'ai pas goûté. Donc ça, voilà. Ok, top. C'est vrai qu'on est allé vite tout à l'heure. Peut-être petit bref retour en arrière. Quand tu finis ton expérience à la Romane, je change. Hein. Quand tu finis ton expérience à la Romane Conti, tu reviens ici de suite. Non. Je suis parti fin 2021 et je suis parti là-bas, pas parce qu'ils m'ont mis dehors, hein, c'est parce que j'avais envie de partir. Et je voulais voir autre chose parce que j'avais toujours en point de mire de revenir ici, évidemment. Tu savais dès le début que tu allais revenir ici. Ouais, enfin, je suis né ici, j'ai tous mes copains ici, même si j'ai beaucoup de potes en Bourgogne et je me suis éclaté là-bas. J'adore cette région, mais c'est pas chez moi, quoi. Ouais. Et moi, je voulais revenir ici. Et du coup, j'avais toujours en point d'orgue que pour l'instant, ils n'avaient pas encore besoin de moi sur le domaine et je voulais voir encore autre chose. Donc du coup, j'ai fait 2 expériences depuis ce temps-là. Donc toute l'année 2022, j'ai bossé, donc, comme je l'ai dit, à Saint-Péret au domaine du tunnel, qui est un domaine franchement dans les tops qu'il y a là-haut. Parce que Stéphane, pareil, Stéphane Robert, donc le patron là-bas, il part de rien. Et c'était une famille qui avait pas du tout de vignes. Il a tout récupéré des vignes ou planté depuis 94, je crois qu'il a commencé lui. Donc du coup, lui, il a tout vu du métier, quoi. Il a un peu, pas comme mon père, mais c'est des chemins qui sont un peu... Il a planté de la vigne, commencé son métier, monté le domaine en gamme, et aujourd'hui, il est pas en haut, parce qu'on peut jamais être tout en haut, mais... Enfin, je sais pas il est reconnu, je sais pas si tu as déjà goûté les vins, mais c'est excellent, quoi. Reconnu, ouais. C'est excellent, puis ça bosse dans une ambiance qui est géniale, quoi. Ouais. Top. Faudrait que j'y aille. Faut y aller. En plus, le décor est magnifique. Tu te lèves le matin, tu bosses dans des vignes en altitude, t'as vu sur le Vercors, c'est super. C'est une super région, les gens sont sympas, c'est cool. Hein. Vraiment super expérience. Ok, ouais. Donc 1 an là-bas. Voilà, 1 an là-bas, donc toute l'année 2022. Ouais. Donc comme ça, je suis arrivé début janvier. J'ai commencé par la taille, toutes les opérations en verre, planter de la vigne, les vendanges. D'ailleurs, je le remercie parce que les vendanges, là-bas, les vendanges commencent 15 jours avant chez nous. Donc j'avais eu le temps de faire toutes les vendanges chez lui. Et comme il avait beaucoup de stagiaires à prendre en cave, il m'avait dit écoute, j'aurais pas trop de boulot pour toi en cave. Donc, si tu veux, tu peux venir vendanger. Et ici, comme j'avais pas pris toutes mes vacances et que mon père avait besoin, j'avais pu revenir pour les vendanges et c'était ça, je le remercie encore. Cool. Donc voilà, et pour là-bas, je m'étais vraiment plu. Par contre, il faut savoir que c'est du boulot qui est très très physique. Et comme on en parlait tout à l'heure au niveau du sport et tout, moi, c'est des trucs qui me plaisent. Et malheureusement, c'était très très loin de chez moi. Il n'y a plus que 4h30 de route. Donc voilà, je voyais peu mes copains. Voilà, j'ai rencontré des super personnes aussi là-haut. Hein, mais encore une fois, j'étais pas chez moi, quoi. Mais ça aurait été plus près, je pense que j'y serais plus longtemps.
Et du coup, après, pour balayer un peu tout ça, parce qu'aujourd'hui, tu l'as bien vu à Wine Paris, il faut parler anglais de plus en plus et c'est important de découvrir le monde et tout aussi un peu. Et ben, je suis parti il y a un an, il y a quasiment un an, jour pour jour, début 2023 en Nouvelle-Zélande. Je bossais 3 mois dans un domaine sur une petite île à côté d'Auckland. Ça s'appelait Manowar Vineyards. Donc on a fait les vendanges. Ah, oui, mais putain, Jules Verrag du Cèdre est allé là-bas aussi, Ah ouais, a bossé là-bas. d'accord. Oui, c'est ce nom-là, ça y est, Ok, ça me rappelle. Ok, ok. on Bah, pourrait- comme pourrait on en disait tout à discuter. l'heure, le monde du vin est tout petit. Et donc ouais, donc j'ai bossé 3 mois là-bas. Donc là c'est le paradis. T'es sur une île, dès que t'as fini de bosser à la cave, tu vas te baigner à la plage. Un peu de rugby. J'ai pas eu le temps. Non. Ah, J'ai pas eu le temps. ouais. Mais sinon, ouais, donc 3 mois de boulot en cave là pour le coup, parce qu'ils vendangent sur 2 mois. Donc là il y a vraiment du boulot pendant 3 mois dans la cuverie. Et après un mois de road trip pour découvrir toute la Nouvelle-Zélande et puis apprendre à parler anglais. Et d'ailleurs, c'est pareil, là, les rencontres se font bien parce que du coup, je bossais avec un gars de Californie qui a plus haut niveau d'études là-bas en œnologie. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais ça peut correspondre au DNO de chez nous. Et donc j'étais en coloc avec lui au domaine. Et il avait rien de prévu au mois de septembre. Du coup, il a débarqué avec sa petite valise et puis il a fait les vendanges à la Ah, c'est maison. pour ça que tu disais un américain. Voilà, c'est ça. Ok, Voilà. excellent, Ouais. excellent. Ok, et à l'issue de ça, tu rentres et tu reviens ici. Voilà, c'est ça. Je suis rentré le 1er juin et puis 3 jours après, j'étais avec ma petite sacoche pour faire les palissages et puis c'était parti. Ok, Voilà. ok. Excellent. Donc là, l'idée après, c'est du coup donc avec ton frère qui lui était déjà ici. Voilà. Et votre idée, petit à petit, c'est de... De faire mieux un peu partout, quoi. Ouais, ouais. Tout en restant simple et puis voilà, quoi. Ok, super, super. Donc, tu as déjà eu des axes de ce qu'on voulait faire avec notamment ce qu'on parlait, là, le travail sur la vendange entière dans les rouges. Ouais. Un aspect que j'ai un peu connu là, En Bourgogne. en Bourgogne, ouais. parce que c'est leur dada à Vaune. Et donc, c'est-à-dire, tu peux expliquer la différence là pour les. eh ben, par exemple, ça correspond à une époque aussi, mais donc mon père vinifiait tous ses rouges en tout égrappé. Donc ça veut dire qu'on séparait la rafle des baies sur la grappe, et donc il mettait en cuve que les baies. Donc ça, en général, ça donne des vins qui sont plutôt sur le fruit, qui sont très très plaisants. Et c'est ce que les gens veulent, hein, de toute façon, c'est des vins de plaisir. Et là, on a une problématique de plus en plus par chez nous, comme un peu partout, il fait de plus en plus chaud, et donc les vins sont de plus en plus chauds aussi. Et donc l'utilisation de la vendange entière, ça permet que ta fermentation soit un peu moins efficace, dans le sens où il faut plus de sucre pour faire un pourcentage d'alcool. Donc ça permettrait de baisser un peu ton titrage à la fin. titrage à la fin avec la même quantité de sucre. Et en plus, c'est un peu un paradoxe ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que l'utilisation d'un peu de rafle, ça donne cette sensation d'un peu plus de fraîcheur dans les vins, alors que ça rehausse un peu ton pH. Mais par contre, ce qui est le plus important, c'est l'aspect gustatif. Ouais. Et à déguster, ça goûte un peu plus acide, alors que sur les analyses, c'est... Ouais. Voilà, et donc c'est le plus important à mon sens, hein. Je pense que tu es d'accord aussi. Oui, il faut que ce soit bon, c'est mort ça. Et ça donne un peu une note un peu plus épicée, donc mon frère a commencé à mettre 25% en 2019 et 2020 sur les rouges. Et là, 2022, sur la cuvée à Nicolas, donc qui est notre parcellaire, il en a mis à peu près 40%. Et là, cette année, on est à 50% sur la cuvée à Nicolas et on a un projet de faire... on a vinifié 2-3 petits bouts de parcelles dans une cuve bois là, cette année, où on n'a vraiment pas utilisé de froid du tout, pas de levure, rien, juste un tout petit peu de soufre à l'encuvage, 100% vendange entière, et puis on a laissé faire, goûter tous les jours, et puis voir ce que ça donne, quoi. Après, à voir si on fait une cuvée avec, si on en est content à la fin, mais... Bon, pour l'instant, je sais pas ce que tu en penses, mais ça goûte plutôt pas mal, quoi. Bah ouais, carrément. Et ok, et ça, pareil sur les changements que vous amenez, du coup, on en a parlé sur la génération du dessus, avec ton père, ça se passe comment? Bah forcément, comme dans toute génération, il y a des petits conflits, mais on en rigole plus qu'autre chose, quoi. Ça va, il est d'accord sur les dégustes et tout, il est d'accord. Eh bien, en fait, j'avais plutôt le côté où moi j'étais pas là et mon frère me disait c'est des fois, forcément, comme dans toute passation, il disait il pouvait pas faire ce qu'il voulait, et puis ce qui est normal, à aucun moment on veut révolutionner ce qu'ils ont fait avec mon oncle parce qu'on trouve qu'ils ont toujours fait des bons vins, quoi.
Et c'est plus des petites touches à changer à 2-3 endroits, quoi, après, au fur et à mesure. Et bah forcément, quand il a commencé, vendange entière, je sais pas trop ce que ça va donner, machin et tout. Et du coup, il est venu en dégustation au domaine. Un coup, j'ai demandé à mon chef qu'il vienne à Avon goûter les vins avec ma mère et mon frère. Et donc, ils sont venus goûter les vins. Ah oui, c'est quand même bon, machin et tout. Bah oui, je m'étonne. Et du coup, mon frère a commencé à en mettre un petit peu. Et puis bah là, cette année, mon frère m'a dit, c'est le premier coup que pendant les vendanges, il nous laissait tout faire. Enfin, il goûtait pas les cuves de rouge, il nous a laissé nous débrouiller, quoi. Et puis au final, à la fin, il a joué le jeu, il a pas goûté les vins pendant peut-être une semaine ou deux. Et puis à la fin, on a dit, tiens, dis-nous ce que tu préfères. Et puis c'était la cuvée qu'on a fait à Nicolas, donc le 50%. Il savait quel verre était quel truc ou pas? Non, il savait pas. Ah ouais, en plus. Donc, Non, il savait pas. ok. Il savait pas, mais par contre, on lui disait ce qu'on faisait. Ça, on a été réglo, enfin normal, quoi. C'est aussi c'est son domaine, donc bon. Bien sûr. Et du coup, bah, à la fin, c'était marrant parce qu'il a trouvé que les vins les mieux et c'est fait comme on voulait. Donc, du coup, c'était un peu drôle, quoi. Carrément. Voilà. Ok. Trop bien. Donc maintenant, donc du coup, tu nous as Mais là, dit si tu parles que sur les rouges, après les blancs, on a continué de faire plutôt ouais. comme ils disaient. Après, les blancs, je sais un peu moins comment ça se passe parce que, comme je t'expliquais, pendant les vendanges, je suis plutôt à la vigne. Et donc, du coup, ça, c'est mon frère et mon père qui gèrent. Donc, je pourrais un peu moins bien t'en parler sur Ouais. comment c'est fait pendant les vendanges. Ouais, c'est ça. Donc le domaine aujourd'hui, donc vous le gérez donc à 4 du coup. Alors, Avec- du coup, donc, il y a en nom sur qui sont patrons, donc il y a mon père, ma tante et mon frangin. Ouais. Et après, donc, à la vigne, donc, moi, je suis là toute l'année. On a aussi un employé à plein temps. Ouais. Et ma mère qui s'occupe de toute la partie administrative. Ok. Super. Et Voilà. après, donc des saisonniers, donc on en a parlé tout à l'heure, c'était très sympa comme tu l'as dit. Forcément, il n'y aura pas forcément la spontanéité, Ouais. mais vous avez la particularité du coup de bosser notamment dans des vendanges avec des gens du voyage. Voilà, c'est ça. Bon, alors c'est vrai que tu me l'as raconté tout à l'heure, mais est-ce que tu peux refaire l'histoire comme Eh si c'était la première fois? alors du coup, bah, pour les vendanges, on fonctionne avec ce système-là. Donc, on a besoin d'à peu près d'une quarantaine de personnes. Parce que c'est tout vendange Voilà. manuel, du coup. Ouais. Donc, si vous voulez poser une candidature, il n'y a pas de souci, on vous acceptera avec joie, hein. Donc, ouais, comme on le disait, ouais, on fonctionne beaucoup avec des gitans. Mais bah, comme toutes les autres main-d'œuvre, il faut composer une équipe qui soit mixte. C'est-à-dire qu'il faut des gens du voyage, un peu. Moi, je sais que cette année, j'avais fait venir un peu de mes potes et puis des gens qui viennent de l'extérieur. Il faut un peu mixer pour que ce soit plus facile à gérer. Après, si un groupe est complètement à 100% majoritaire, c'est plus compliqué, quoi. C'est plus dur à manager, Voilà. effectivement, parce que le groupe, il a ses habitudes de fonctionnement. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, mon père fonctionne avec à peu près la même famille qui vient depuis plus de 30 ans. Ça s'est toujours plutôt bien passé. Et donc, on a un espace pour les accueillir en bas. On leur a fait une cuisine. Ils peuvent poser leur caravane sur une aire qui est sèche, enfin, des compteurs et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et au final, c'est super parce que si on veut arrêter de vendanger 3 jours parce que les maturités sont pas top, qu'on veut attendre pour que les parcelles soient bien, et ben eux ça les repose 3 jours et puis ils sont là et dès qu'on peut rattaquer, hop, ils sont prêts à repartir, donc encore plus fort, donc c'est c'est un bon point, quoi. Ouais, trop bien. Et tu me disais, autre bon point, c'est la productivité, où ça s'envoie, quoi. Ouais, ils sont plutôt efficaces. Ouais, voilà. Ah, trop cool. Mm. Ok, donc 17 hectares aujourd'hui, c'est que de la bouteille. 18, ouais. 18 hectares aujourd'hui, c'est que de la bouteille. Que de la bouteille, ouais. Ça, selon les années, là, ça représente combien à peu près en moyenne Bah, grosso modo, on a une production en gros de 130 000 bouteilles par an. Ok, 130. Comment vous vendez? Alors, on est à entre 60% et 2 tiers d'export, avec des gros marchés, notamment aux États-Unis, Canada, Australie, Japon, Belgique. Après, on diversifie un maximum avec Allemagne, Mexique, Hong Kong, vraiment partout où c'est intéressant. C'est pas mal, c'est beaucoup. Enfin, je sais pas si c'est la norme ici à Sancerre. Si, à Sancerre, c'est Deux même tiers d'export, plus hein. de 2 tiers en général. Ouais. Ok. Ça vient de l'historique, là, tu nous disais, avec les importateurs d'un peu partout qui ont été envoyés Ouais. par les premiers. Et du coup, Ouais, ça ouais. fait que. Et après, ouais, c'est vraiment le bouche à oreille. Et là, tiens, tu parlais de ça pendant le salon, c'est pareil. Enfin, il y a quelques gens qui sont venus, par exemple, il y a un gars qui cherchait du vin pour la Californie. Donc nous, on était déjà représentés. Bah, ni une ni deux, j'ai pris mon téléphone, puis j'ai appelé mes copains qui étaient là sur le salon pour dire, bah tiens, si t'as pas de marché là-haut, il y a un importateur potentiel, tu me dis à quel stand t'es, je te l'envoie, et voilà, quoi. Ça se fait que comme ça, hein.
Ouais, c'est cool, Mm. c'est cool. Donc 2 tiers, et après sur le tiers qui est en France, vous vendez un peu ici, vous recevez ici. Ouais, on reçoit ici, on Ouais, vous attend avec plaisir d'ailleurs. voilà, voilà. Ouais. Et ça représente quoi la part après pro, caviste, hôtellerie, restauration versus ici le particulier, quoi? En gros, je crois qu'on doit être entre 5 et 10% au caveau et le reste, c'est HR, ouais. Ouais, Mm. ok, Avec d'accord. pas du tout de GD, évidemment, ça on y tient, ouais. Ouais, Mm. ok. Et est-ce que c'est dur de vendre le vin ou ça va? Je peux pas me rendre compte, comme je te disais, moi je m'occupe pas trop de cette partie-là. Ok. Après, je sais que en 2021, on a eu un gros épisode de gel, donc la production elle a chuté de plus de la moitié, Ouais. forcément. Et du coup, depuis ce temps-là, mon frère, il était obligé de répartir un peu les ventes en faisant pas des systèmes d'allocation comme en Bourgogne, mais Oui, en obligé de limitant promettre, voilà, c'est ça, le- obligé de promettre des prix, pas des prix, des quantités dues pour les plus gros, pour les plus gros, évidemment. Après, le caviste, le particulier, le resto, on l'a pas restreint. Enfin, forcément, lui vient, il prend ce qu'il veut. Enfin, c'est. Mais oui, d'après ce que j'entends, oui, c'est plus la tendance, elle est plus à ce qu'on on pourrait vendre plus qu'on peine à vendre, Ouais, forcément. Ouais. ok. Ouais, c'est cool, c'est cool. Oui, bien sûr, bien sûr, bien C'est sûr. cool, Ouais. c'est cool. Mm. C'est Les... que des bons problèmes, ça. Bah oui, Mm. oui, non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. L'avenir un peu, est-ce qu'il y a des choses au-delà, t'as parlé un peu en vinification là, de changer un peu, mais hum, des grands projets que vous avez, l'envie de s'agrandir, l'envie de se rapetir, est-ce qu'il y a des idées comme ça pour le futur? Peut-être avec ton frère, du coup, que vous amenez sur Ouais. une direction que vous voulez donner au domaine? Ouais, et ben déjà, avec mon frère, ce qu'on aime, c'est être pas des vrais vignons, mais vraiment être dans les vignes quasiment tous les jours. Donc on n'a pas envie de s'agrandir pour pouvoir tailler toutes nos vignes nous-mêmes comme on le fait actuellement. Et pareil pour tous les autres travaux. Donc du coup au niveau de la taille, bah, ça c'est réglé. Donc 18 hectares c'est le maximum qu'on fera je pense. Enfin à moins d'un gros coup de tonnerre mais ça m'étonnerait. Et après bah, les axes de progression bah, ils sont multiples. Hein. On peut... je sais pas, t'avais des questions plus précises ou... Non, non, non. Je sais pas si avec votre frère vous vous dites, nous le domaine, ce qu'on aurait envie d'en faire, ce serait un petit peu plus ça. Ce serait, je sais pas, de monter en gamme, de rester là où Hmm. vous êtes à peu Bah, près. après, l'idée de monter en gamme, évidemment, on n'a pas envie de faire moins bien, ça c'est sûr. Ouais. Notamment par où on est passé, on nous a toujours appris à faire mieux, donc on le fera, ça c'est une quasi-certitude. Mais après, on veut le faire tout en restant à des prix abordables, parce que certes on veut faire mieux, mais le particulier qui vient ici, bah, il n'a pas à payer le prix fort, parce que nous, on a choisi d'avoir une idée, puis de vraiment de monter en gamme, quoi. Enfin, on va essayer si c'est possible, évidemment. Mm. Mais de là pour ça, c'est cool parce qu'on peut faire une cuvée, enfin voilà, on peut s'orienter différemment, quoi. Ok, super. Bon, Mm. ben voilà, ben ça fait un bon tour sur le domaine, je pense. Non, je Ouais, sais ouais, pas, il y a ouais. des trucs que tu voulais dire. Non, Je je sais pense pas. qu'on a Enfin, fait un après, bon toi, tour. comme tu veux, si t'avais d'autres points. Ouais, si, deux, trois autres points. Vas-y. On va parler un peu de toi. Donc, quand t'es pas au domaine, dans la Ouais, vigne, ouais. qu'est-ce que tu fais alors? Ah, bah, c'est rugby. Voilà, donc passionné Ouais, par le rugby, tu joues. ouais, bien sûr, je joue. Donc, on a un club ici à Sancerre. Donc, il y a plus tant de gars qui ont de la vigne, enfin, ou qui bossent dans les vignes actuellement parce que de comment Faire les deux. de faire les deux, c'est un peu compliqué quand on a fait une journée de taille sous la pluie et que le soir faut retourner se rouler dans la boue dans notre terrain qui est bien boueux, c'est pas toujours agréable. En sachant que, ouais, peut-être vous vous rendez pas compte, moi-même, je me rendais pas compte, je viens à Sancerre-là, on se croirait dans des endroits pentus de la vallée du Rhône, type ouais, en Ouais. Côte-Rôtie ou quoi, hein, c'est Ouais, faut impressionnant. savoir que le coteau en C'est- face de chez nous, oui, il est à 30-40% de Ouais, pente, ouais. voilà. Donc vous imaginez que quand il faut aller travailler à la vigne, Voilà, ouais. le soir on va se coucher, on sait pourquoi on va se coucher. Bon, du coup, Voilà. ouais, le rugby. Ouais. Et du coup, depuis tout les petit. lendemains de match, ouais, enfin, là, comme hier matin, ouais, quand le premier pied de vigne, je l'ai trouvé très bas. Ouais, Ouais. Ok, et c'est depuis petit que tu joues? ouais, depuis que j'ai 6 ans, ouais. Ouais, Mm. vraie passion quoi. Ouais, bah, le virus a été transmis par mon père et mon oncle, donc ouais. Ouais, tu joues quoi? Je joue 2 au 3e ligne. Ouais. Ok, super. Ouais. Et il est humble, il joue en Fédéral 3 quand même, donc c'est quand même un niveau. Ouais, c'est sympa. Ouais. Ça Ouais, commence, voilà. c'est amateur, mais ça commence à jouer vite, donc c'est cool. Ouais. C'est D'accord. intéressant. Ok. Est-ce que c'est quoi pour toi? Tu me disais tout à l'heure, vite fait, c'est un bon échappatoire et tout. Ouais. C'était intéressant là, ce que tu disais, moment dans lequel on pense à rien. Mm.
Bah, enfin, je trouve qu'on a, on a un métier qui est quand même assez prenant parce il faut être bon partout en fait, il faut être précis dans la vigne, dans la cave. Et puis, ce qui est important, c'est de sans cesse se remettre en question. Donc, on peut être amené à se dire mince, comment je vais faire pour être mieux, quoi. Et même si je t'en ai parlé, j'aime beaucoup faire de la course à pied. Je cours un peu et j'aime bien, mais quand on fait de la course à pied, tu peux penser à ça. Alors que quand tu es sur un terrain avec tes potes, faut réfléchir à tes combinaisons, enfin, à comment se placer par rapport à eux, à choper le ballon. Donc, t'as pas le temps de penser à ah tiens, est-ce que j'ai bien fermé la porte de la cuve? Enfin voilà quoi, c'est c'est vraiment ça que j'aime bien, c'est que tu arrives là-bas, tu poses ton sac, même dans les vestiaires, tu parles avec des gars qui font pas du tout la même chose que toi, puis tu es content de causer avec eux. Enfin, non, c'est sympa. Ton frangin, il joue aussi? Non, mon frère, il est pas du tout sportif. Mais ouais, enfin, c'est. Et même, je trouve que ça m'aide un peu dans mon boulot parce que tu t'es amené à être sur le terrain, à faire confiance à des mecs qui sont pas du tout comme toi. Et au cours de la saison, bah, notamment pendant les vendanges, tu dois bosser avec des gens qui n'ont pas du tout la même façon de faire que toi. Et donc, du coup, pour manager une équipe, je trouve que c'est assez important de faire un sport collectif. Ouais. Ok. C'est quoi le rythme de travail, toi, en gros, une semaine type Bah, c'est très variable par rapport avec l'hiver ou l'été. Donc, le matin, j'arrive ici, quoi, il est 7h30 à peu près. Donc, l'hiver, on a la taille, donc forcément, il faut aller affûter son sécateur, préparer le camion et tout ça. On finit à 17h30, souvent un peu avant au mois de décembre parce qu'il fait nuit. Et puis après, des fois, on a des clients qui passent ou une déguste, un petit peu de boulot en cave, donc on termine à 6h ou un petit peu plus tard. Donc ça, les 5 jours de la semaine. Et puis le samedi, on a quelques petites bricoles à faire le matin ou des clients qui passent l'après-midi. Mais ça, on se répartit, on essaie de changer entre mon père, ma tante et mon frère. Donc on se répartit un peu les tâches pour le samedi. Et puis sinon, après, pour la saison qui démarre à partir de fin avril, début mai maintenant, ou dès qu'on attaque les travaux en tracteur, là par contre, on n'hésite pas, on y va dès 6h du matin jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Enfin, ouais, là, on peut faire du 12 heures par jour quand on est sur le tracteur, c'est pas. Enfin, comme partout, hein, on n'a rien inventé. Hein. Plus le rugby, ça fait des bonnes. Par chance, la saison Ouais, est finie souvent à cette époque-là. Donc, ça se calme un peu. Ouais, ouais. ok, top. Voilà. Tu vois, moi, vigneron, là où je suis admiratif de vous, je t'en ai parlé un peu, cette espèce de spectre de compétences, la capacité à faire, à savoir faire beaucoup de choses. Bon, moi, ma théorie, c'est quand même qu'à l'intérieur de ces beaucoup de choses, forcément, t'en as qui sont plus forts. Voilà, t'as des points forts sur quel moment. Ouais. Si toi, tu devais dire quel est ton point fort, je pense que c'est aussi relié souvent au plaisir. Ouais. Tu vas être fort là où tu prends plaisir la partie du boulot où tu prends plaisir. Si toi, tu devais donner ton point fort, ce serait lequel? Bah, c'est pas jamais évident de parler de soi, mais. Non. Peut-être le point fort, bah, comme je t'ai dit, j'aime tout ce qui est physique, donc le boulot pour moi dehors, c'est absolument pas un problème, ça c'est cool. Et après, bah, comme je t'ai dit, de par le fait que je joue au rugby, donc je suis souvent habitué à être avec d'autres personnes, tout ce qui est soit management, donc être avec une équipe pendant les vendanges, ou même recevoir un groupe de clients, même que ce soit étrangers ou qui viennent d'un univers complètement différent, ça me pose pas de problème et je trouve qu'il y a même un challenge dedans et j'aime bien quoi. Top. Comment tu progresses Comment? dans ton boulot? Comment tu progresses? Comment tu fais pour... Bah déjà en causant avec plein d'autres vignerons, des copains un peu à droite à gauche. Ah tiens, toi t'as fait ça, c'est intéressant, enfin par les expériences passées. Et Ça veut dire que tu te déplaces, ça veut dire que tu fais la démarche de te déplacer des fois chez des... ouais bah tiens là par exemple ce week-end là je vais aller en Bourgogne chez des copains pour déjà pour les voir puis passer du bon temps parce que c'est important. Ouais. Et puis ouais on va forcément la discussion va déraper un peu niveau boulot puis il y a des techniques à prendre partout. Et puis par exemple en Vallée du Rhône je retourne assez souvent les voir et puis c'est au téléphone donc on peut échanger. Voilà plein de choses comme ça. Échanger avec les autres, ok, Ouais. super. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je t'ai pas posée? Non, mais par contre, il y a un truc qui me revient. Tu disais tout à l'heure par rapport aux jeunes et la consommation de vin et choses comme ça. Je sais que bah, ça va les faire rire si j'en parle, s'ils écoutent, mais avec des copains, on a développé une espèce d'assos pour un peu rendre le vin un peu plus accessible à tout le monde. Quand on était en Bourgogne, on a créé un truc qui s'appelle le Traffic Bar. Donc j'ai un copain qui avait il avait pas une voiture comme tout le monde quand on a le permis, il avait un trafic.
Ouais. Et après le confinement, quand on était tous frustrés de pas se voir et tout, on a fait un peu comme les... Je sais pas si tu connais la page Gueuleton ou Bon Vivant, tu vois. Ouais. On s'est retrouvés dans les vignes, on a amené plein de quilles qu'on avait, donc dans une parcelle d'un copain. Et puis on s'est dit, tiens, il faudrait peut-être qu'on fasse une petite bouffe avec ça, comment faire et tout. Et j'ai dit à mes potes, bah écoutez, vous vous occupez de rien, je m'occupe de tout et tout. Et on avait commandé des œufs d'autruche sur internet, on a fait ça. Et du coup, il y a plein de gens, on a mis des stories sur Instagram et tout, ça a plu à tout le monde. Et au final, il y a plein de gens qui se sont ramenés qui n'étaient pas du tout invités au truc. Ça a fait un peu l'effet boule de neige. Et donc, on devait être 15, on s'est retrouvé au moins à 30. Et maintenant, on fait des événements où l'idée, c'est que les gens ramènent leurs bouteilles. Donc, ils ramènent 2-3 bouteilles suivant ce qu'ils ont envie de faire goûter. Ils ramènent leur verre. Et ils ont juste à passer du bon temps avec les autres. Et on débouche et on fait goûter tout le monde, tout ce qu'on a envie. Et donc, du coup, c'est pas payant. Excellent. Voilà. Excellent. C'est juste payant quand par exemple on fait un événement, on a fait un événement par exemple avec des stands qui faisaient à bouffer, au cours d'un repas et tout, et là on faisait payer. Là, ouais. C'est ce qui est normal parce que bah du coup, et nous après les seules marges qu'on prend c'est sur les produits dérivés, les polaires, les sweets ou les trucs comme ça. Excellent. Et du coup, maintenant c'est un délire. Quand maintenant on se déplace un peu dans toutes les régions. On a plus trop le temps d'en faire beaucoup, mais c'est assez sympa. Mais maintenant, il y a plus de 100 personnes à chaque fois. Et si on lançait pas les trucs par invitation, on pourrait être 200. Waouh. Je sais pas, la page, je crois qu'elle doit avoir plus de 3000 abonnés. Ou 4000. C'est quoi le Traffic Bar? Traffic Bar, ouais. Ok. Ouais, n'hésite pas à t'abonner d'ailleurs. Ah ouais, je regarderai. Trop cool. Trop bien. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais pas aimé que je te pose? Ça me vient pas comme ça l'idée, mais. Non, ça va, ok. Et si. Alors. Tu vas peut-être me parler du même, mais si jamais je devais aller voir un vigneron en France quelque part, tu me dirais d'aller voir qui? Stéphane Robert au Domaine du Tunnel. Ouais, voilà. Okay. Ouais. Sans hésitation. On avait déjà parlé. Bon, bah super. Si, après la question que t'aurais pu, qu'on aurait pu parler un peu plus, c'était sur ce qui a touché un peu le domaine là en 2007, là quand mon oncle est décédé. Ça a été un gros impact parce que ça nous a tous impacté, que ce soit mon père, ma mère, ma tante ou ma cousine aujourd'hui qui est plus ici, mais ouais, c'est vrai qu'on est allé vite parce que à ce moment-là, sa femme, donc ta tante à toi, ouais, elle avait un autre métier, elle bossait pas du tout sur le domaine. Ouais. Donc elle a eu le mérite de revenir sur sur l'exploitation parce qu'elle bossait dans une maison qui gardait plutôt qui s'occupait de jeunes ou d'ados. Et donc du coup elle a changé complètement d'autre chose, elle a donné un coup de main pour les vendanges ou quoi, et comme tout le monde a déjà fait, mais après par contre maintenant elle taille tout le temps, elle est à la cave tout le temps, vigneronne à part entière, et c'est pas du tout la même vie quoi. Non, c'est clair. Et puis revenir venir et passer sa vie ici, tu vois, c'est quand même un truc. Tu côtoies l'endroit qui a été bâti par. Bien sûr. Non, c'est un sacré truc, c'est clair. Non, mais respect. Donc voilà. Ok, bon, écoute, super. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'était cool. Je t'en prie. Allez. Maintenant, on va se goûter un vieux millésime. Yes, c'est parti. Allez.